que Jérôme Forger et Oriana étaient présents. Tous les formateurs ne pouvaient pas être présents ce matin, mais si jamais Jérôme, tu veux dire un petit mot et puis ensuite Oriana. Avec Jérôme? plaisir. Oriana, je te laisse la primeur si tu le souhaites. Merci Jérôme. Bonjour à toutes et à tous. Donc on est ravis d'être présents ce matin avec vous donc pour la présentation du nouveau programme 2025 de l'IA Académie Tourisme. Donc je suis Oriana Le Dorsterancy. Je travaille à Tourisme Développement, donc qui est un organisme de formation et un cabinet de conseil qui est spécialisé en technique et stratégie commerciale. Donc vous me retrouverez en tant que formatrice ainsi que ma collègue Karine Stone qui souhaitait s'excuser de son absence ce matin. Donc je représente notre société. Je vous le disais, on est spécialiste en technique et stratégie commerciale. Donc, vous allez nous retrouver sur 4 formations l'année prochaine. On est ravis. Juste pour les resituer très rapidement, on avait réalisé au mois de juin, voilà, avec l'équipe de l'IA Académie Tourisme, la formation pour préparer justement le pitch de Destination Vignoble qui a lieu très prochainement. Donc, j'ai vu que certains et certaines étaient présents. Donc, je vous souhaite à tous un bon workshop et on attend vos retours. Et donc, pour continuer sur ce workshop, j'aurai ma collègue Karine Stone qui sera présente pour la formation Construire son plan de commercialisation post-destination vignoble. Et moi, j'interviens un petit peu plus en détail sur 2 autres formations, sur la partie optimiser et commercialiser son offre tourisme d'affaires, et puis sur la proposition d'une boutique responsable dans son site de visite. Et ma collègue Karine interviendra également, on se dispatche cette année les formations, sur la création de suggestions de courts séjours pour la clientèle de proximité. Voilà, donc vous avez tous les éléments qui sont présents sur le site internet, les programmes de formation. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à vous retourner vers les super équipes de l'I-Académie Tourisme. Et puis encore, merci à vous pour la confiance accordée. Merci Oriana. Un tout petit mot Jérôme. Et... Ouais, avec plaisir. Bon, Oriana, bravo. J'ai pas aussi bien préparé ma présentation que toi. Je te félicite. Bon, Merci. moi, ça fait quelques longues années que j'interviens et que j'ai le plaisir d'être à vos côtés pour l'Académie, pas avec voilà, la collaboration que j'ai avec Françoise. Donc, toujours le même plaisir voilà, de vous retrouver pour une prochaine promotion. Cette année, bon, un certain nombre de sujets innovants, notamment autour de l'IA. Hein, c'est un peu voilà, un peu une nébuleuse quand même pour nous, les professionnels de l'hébergement, du tourisme. Hein. Quand on est indépendant, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce qu'on en fait quelque chose ou rien du tout? Bon, on va voir qu'on peut pas trop le mettre de côté parce que ça a un impact fort sur vos activités, notamment sur le visiter sur Internet, sur votre référencement. Donc on verra en effet par mes ateliers comment, à votre échelle, en tant qu'indépendant, s'en servir pour pas non plus y perdre trop de temps, mais justement en gagner. Et puis deux de mes sujets phares, je pense, qui sont nouveaux dans l'édition, tarification. Voilà, donc j'ai le plaisir de revoir certains d'entre vous. Liliane, je te salue amicalement. Donc c'est un sujet voilà, que je connais, que je maîtrise depuis longtemps, qui évolue aussi en permanence. Et un autre sujet que je connais, que je maîtrise, c'est tout ce qui est commercialisation. Hein, voilà, comment pas vous faire bouffer par les Le Bon Coin, Expedia, Booking, Airbnb et consoeurs et confrères, tout en gardant la main sur vos activités, en bossant avec eux. C'est un dur défi quotidien, mais je serai là encore pour vous expliquer tous les bons conseils, les clés pour vous en sortir. Voilà, et puis moi je file, j'étais vraiment éphémère de passage comme une belle météore ou une petite étoile. Bon webinaire à tout le monde. François, dans leur plein la vue et à la prochaine sur vos territoires. Ciao, ciao. Merci Jérôme. Donc, comme je vous disais, les autres formateurs ne pouvaient pas toujours être présents ce matin, mais ils sont de tout cœur avec vous et donc participeront avec plaisir à cette nouvelle édition de l'Académie. Alors, je vais commencer le partage d'écran si je le trouve. Il me le propose plus. Alors, voilà. Ah, alors, le voici. Et puis parallèlement, donc je fais juste un petit message auprès de d'Anne-Sophie Rabreo, je précise. Voilà, si c'est possible de continuer à admettre les personnes, puisque moi je vais peut-être pas les voir passer maintenant, toutes les nouvelles personnes qui sont en train d'arriver. Oui, bien sûr. Voilà, voilà. Donc, bah, beaucoup de sujets à l'ordre du jour cette année. Et donc, en effet, le programme va être assez dense. Je voulais aborder, alors,
Anne-Sophie Rabré l'a indiqué tout à l'heure, nous aurons le plaisir d'avoir la présence de Caroline Mignon, présidente d'ATD, acteur du tourisme durable, tout à l'heure, donc en fin de webinaire. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas démarré complètement par le tourisme durable cette année, mais par des évolutions prospectives sur les clientèles. On fera évidemment un petit point sur l'IA parce que c'est en effet au cœur des sujets en ce moment. Nous verrons comme les autres années les dernières évolutions des grands acteurs de l'e-tourisme, des acteurs émergents, des startups intéressantes. Il y a quand même beaucoup de choses qui bougent. On fera un point en effet sur agir pour un tourisme durable et ce sera plutôt sous l'angle des actions, voilà, de choses qui avancent et qui sont en train d'évoluer. Et puis un dernier point sur des tendances marketing et sur les réseaux sociaux. Donc, premier point que je voulais aborder avec vous et partager avec vous ce matin, des évolutions. Françoise, pardon, je me permets, est-ce que tu peux mettre en plein écran ta Alors, présentation, s'il te plaît? vous la voyez pas en plein écran? Parce qu'en fait, plein écran, je vais avoir peut-être une Ok. difficulté. En général, quand je mets en plein écran, ça se fige. D'accord. Donc, Bon, ben, c'est pas je grave. préférais, C'est voilà, je très bien comme préférais ça. prendre, voilà, je préférais le mettre de façon sécurisée. Donc, premier aspect des notions de prospective et d'évolution de clientèle. Euh, Atout France a sorti un document que vous pouvez télécharger et trouver assez facilement sur de la prospective à horizon 2040 et a construit 4 scénarios pour travailler sur le tourisme de demain. Alors, de façon évidente, ces scénarios ont pris des grands facteurs de changement pour travailler sur cette prospective. Premier facteur de changement, c'est bien évidemment les notions de dérèglement climatique, les écosystèmes en tension, avec les impacts que cela a et aura dans le futur. La lutte aussi pour l'influence mondiale, restructuration du paysage géopolitique, donc des instabilités aujourd'hui que l'on perçoit tous, aussi bien sur le plan géopolitique qu'économique, et avec également de l'influence aussi des acteurs privés qui sont extrêmement présents. Le troisième aspect, c'est les éléments démographiques. Fracture démographique, hausse des tensions sociales. Vous savez, ça fait de longues années en fait qu'on sait qu'il y a une évolution démographique vers un vieillissement sur toutes les populations européennes. Donc au niveau de l'OCDE, 30% de plus de 60 ans en 2030. Et puis aussi le fait que la population devient essentiellement urbaine, 70% d'urbain dans le monde en 2050. Donc également, hausse de tension, si on regarde rien que l'empreinte carbone des 1% les plus riches, elle est 30 fois supérieure à celles qui sont compatibles avec l'accord de Paris. Donc vous voyez donc des tensions aussi qui s'effectuent dans ce sens-là. Les révolutions technologiques, on aura l'occasion bien sûr d'y revenir avec l'IA, les objets connectés, donc beaucoup d'évolutions aussi de ce côté-là. Et troisième aspect, les mutations sociétales également, avec de la part des populations, des recherches aussi d'épanouissement ou de bien-être personnel, de notions d'expérience, de micro-mobilité. Donc là, essentiellement pour les populations touristiques. Donc, lié à ces principaux facteurs, ils ont établi, donc tout le travail a été d'établir 4 scénarios. Et ces scénarios, en fait, ne sont, bien évidemment, ce ne sont pas des futurs qui seront évidents, mais ce sont des tendances, hein. L'idée de ces scénarios, c'est plutôt de percevoir, en effet, selon l'impact de ces grands facteurs de changement, euh, les futurs possibles et non pas les futurs qui vont évidemment se réaliser. Et ces futurs possibles permettent justement de travailler et de réfléchir. Alors, le premier futur possible, ce premier scénario, le village mondialisé, donc un tourisme qui va être où là, les tendances, en effet, la prise de conscience environnementale aura été très forte. Et donc, il y a à la fois convergence de toutes les transitions, des technologies et des infrastructures qui permettent la décarbonation. Il y a une prise en compte très forte à ce niveau-là. Et donc, on peut aller vers, y compris finalement, un tourisme qui continue à évoluer avec des possibilités de moins nuire à l'environnement. Il y aura quand même quelques contraintes, mais c'est voilà, une prise en compte de toutes les transitions et une prise en compte à l'échelle politique et l'échelle mondiale. Le deuxième scénario possible sur lequel il y a eu donc ce travail, c'est une concentration
des flux, des richesses, des populations, des ressources. On a une concentration et une domination aussi des technologies. Donc, on est dans une société hyper technologique et avec aussi des acteurs privés, des méga plateformes qui ont un pouvoir encore plus concentré. Donc, on arrive là, par contre, vers un tourisme où il y aura un tourisme beaucoup plus élitiste et une bien moindre démocratisation du tourisme. On a un troisième scénario, pardon, qui est celui de territoire communautaire. C'est finalement une tendance qui est de dire, bah non, puisque au niveau mondial, les grandes décisions ne vont pas être prises, mais on va travailler beaucoup plus à l'échelon local. Développement d'écosystèmes locaux. Euh, Tendance un peu quand même vers la frugalité. Tourisme de proximité, là. L'impact sur le tourisme est évidemment un tourisme beaucoup plus local. Des offres et des activités touristiques régénératives qui travaillent au service des territoires communautaires. Donc, on est sur quelque chose de beaucoup plus local, régional, avec également donc des incidences sur un tourisme qui est beaucoup plus en proximité. Et puis, le dernier aspect, le quatrième scénario, l'archipélisation du monde, un tourisme là qui va être contraint, régulé, limité. Pourquoi? Parce que face à l'urgence climatique, face à des catastrophes qui se multiplieraient, des réglementations fortes vont arriver, des généralisations de quotas, et donc beaucoup plus de contraintes et une obligation d'aller vers une voie décroissante. Donc là, c'est véritablement un autre scénario extrême qui a été étudié. Alors, ce qui est intéressant dans le document que vous pouvez télécharger avec Atout France, c'est de regarder aussi ces scénarios plus en détail, hein, de voir comment ils ont été illustrés, et puis d'autre part, de regarder l'impact de ce scénario selon les formes de tourisme, hein. Il y a un petit tableau qui a été réalisé qui permet de voir, en effet, selon les différentes formes de tourisme, tourisme urbain, tourisme balnéaire, rural, familial, etc., quels sont les impacts de ces quatre scénarios. Donc, on est sur un horizon, je dirais 2040, c'est même 2040-2050, hein, c'est un horizon voilà, qui est à 20 ans, 30 ans, mais qui permet de réfléchir en fonction donc, de ces différents grands facteurs qui ont été pris en compte. Le deuxième élément de prospective que j'ai relevé cette année, puisque cette année, il y avait pas mal de travaux de prospective qui sont sortis, c'est un document qui a été réalisé par McKinsey, qui est beaucoup plus proche, qui est sur 2030. Donc là, on est sur un horizon un petit peu moins lointain, et qui est basé, je dirais, plus sur des poursuites de tendances, hein. Donc la réflexion de McKinsey a été moins prospective au sens très très large que des scénarios de tendance. Quelles sont les tendances finalement qui évoluent? Alors, qu'est-ce qu'ils ont analysé? Une croissance du tourisme, a priori maintenue à plus 3%, avec un retour de tourisme international à horizon 2030. Parallèlement, ce développement de tourisme de proximité, donc on voit de nouveau vraiment cette notion du tourisme de proximité qui arrive avec la nécessité d'enrichir toutes les offres et propositions locales. Et à ce sujet, je fais juste la petite parenthèse. Vous voyez à chaque fois en haut à droite, il y a un petit sigle avec des formations qui sont en lien avec la thématique qu'on évoque. Et ici notamment la formation qui sera faite pour les labellisés accueil vélo sur la création de suggestions de court séjour pour la clientèle de proximité. La troisième grande tendance relevée par McKinsey, c'est la nécessité de gérer les flux touristiques avec des pics de fréquentation dans les sites les plus prisés, donc une problématique de gestion de flux, hein, gérer les flux pour notamment dans les sites les plus prisés et avec à certaines périodes de l'année. Et puis la quatrième tendance qu'il relève, c'est une évolution du tourisme de luxe vers une notion d'expérience plutôt très personnalisée et exclusive. C'est-à-dire que le luxe, c'est pas obligatoirement l'hyper haut de gamme, mais aussi de la très forte personnalisation et une notion aussi d'exclusivité, donc de forme de tourisme avec un aspect très, très, très exclusif. Voilà. Pour rester sur ce terme. Donc, le troisième élément de tendance que je voulais partager avec vous,
c'était les attentes des voyageurs âgés de 18 à 34 ans. Là aussi, beaucoup d'études cette année, beaucoup d'éléments qui sont sortis autour de ces clientèles-là. Alors pourquoi? Parce que on sait qu'avec la tranche entre guillemets des baby boomers hein, qui est en train d'arriver vers un âge un petit peu plus vieillissant, euh, le- finalement, cette clientèle qui est aujourd'hui celle des 18-34, là, dans les 5-10 ans à venir, va prendre de plus en plus d'importance. Donc, l'intérêt de s'intéresser à leur comportement aujourd'hui pour pouvoir anticiper un peu le tourisme de demain. Pour l'instant, les études qu'on fait par exemple par Ipsos montrent que leur comportement, alors leur comportement de séjour, hein, on parle bien parce qu'on va voir après qu'il y a des différences sur d'autres sujets, mais le comportement de séjour des 18-34 ans ne diffère pas tant que cela de leurs aînés. Ils envisagent de voyager peut-être davantage en Europe. Ça, c'est une tendance. Pour les modes de transport, la voiture reste toujours pour eux le mode de transport privilégié. Donc, avec quand même une proportion du train qui a tendance à progresser. On verra après qu'il y a une demande plus forte vers le train. Ils choisissent l'hôtel, mais beaucoup d'entre eux choisissent les plateformes de location, hein, comme Airbnb, bien sûr. Et puis finalement, dans les modes de séjour aussi, toujours une préférence pour la mer, pour eux aussi, mais suivie d'une forte demande de tranquillité et de déconnexion. Donc, le deuxième aspect pour eux, c'est véritablement la déconnexion, la tranquillité. Euh, alors, au sens tranquillité, au sens de la déconnexion aussi, hein, puisqu'on sait que certains d'entre eux aiment bien quand même s'amuser, comme on voit sur les images. Euh, Là où ça différencie un petit peu, on voit Webedia, qui est une agence spécialisée dans les magazines, enfin les magazines et tout ce qui tourne autour à la fois des jeux et du voyage. C'est une étude qu'ils ont réalisée et qui prévoit aussi qu'il y a une forte envie de voyage pour ces clientèles. Donc, avec aussi l'envie de voyager parfois moins souvent, mais plus loin. Donc, ça, c'est lié aussi au fait de vouloir un peu rentabiliser lorsqu'on fait un voyage en avion et d'avoir voilà, un moindre impact carbone. Donc, lorsqu'on va voyager un peu plus loin, rester un peu plus longtemps. La moitié d'entre eux ont une bucket list d'au moins 10 destinations à visiter dans la vie, hein. Donc, ils ont en effet cet objectif aussi d'avoir voilà, des idées d'endroits où ils auraient très envie d'aller. L'idée de découvrir, de changer d'air et décompresser, donc on voit qu'on retrouve cette notion quand même de, pareil, de liberté, de déconnexion, voilà, dans le cadre de cette étude-là. Et si seulement 14% d'entre eux choisissent une destination sur des critères écologiques, ils sont quand même 45% à avoir déjà rejoint une destination, c'est-à-dire d'avoir déjà fait le voyage pour aller sur une destination, en prenant plus de temps et en faisant attention à leur mode de transport. Donc, on a aussi cette tendance voilà, qui commence à arriver et qui va être confirmée par d'autres analyses. Alors, en quoi est-ce qu'ils sont spécifiques? C'est surtout sur leur pratique digitale. Là, il y a véritablement des pratiques digitales différentes, des inspirations voyage qui sont faites, alors, quand même par leur entourage et avec des moteurs de recherche, mais dont les moteurs des réseaux sociaux. Les films, les séries, les livres ont un impact très fort. Et donc ça, c'est véritablement quelque chose, et on a vu d'ailleurs beaucoup les régions s'emparer de cela pour faciliter les tournages hein, dans les différentes régions, puisque tout ce qui est film, série, livre joue un rôle important pour ces 18-34. Et puis tout ce qui est donc compte de médias voyage sur les réseaux sociaux au sens large. Instagram étant le réseau social le plus utilisé pour s'inspirer de façon très très nette, puis TikTok et YouTube. Et à ce sujet, donc, je signale le petit atelier qui aura lieu en partenariat avec l'OT Saint-Gilles-Croix-de-Vie sur toucher les clientèles TikTok. Et donc, un tiers affirme aussi poster constamment sur les réseaux sociaux pendant leur voyage. Et au final, quand on inclut aussi tous les posts qu'ils réalisent une fois qu'ils sont revenus chez eux, ils sont en effet près des trois quarts à partager les contenus de leur voyage sur les réseaux sociaux. Donc, il y a vraiment une très forte notion de partage et d'influence réseaux sociaux sur cette clientèle. Et puis, autre spécificité sur cette clientèle,
évidemment des préoccupations environnementales plus importantes. 8 jeunes sur 10 considèrent la situation environnementale comme très préoccupante, alarmante. Et les trois quarts d'entre eux sont bien conscients qu'il va y avoir des changements nécessaires dans les modes de vie. Alors pourtant, voilà, il y en a qu'un quart qui considère que l'avion est un poste de consommation individuel ayant le plus d'impact, hein, ouais. Donc il y a toujours cet aspect de petite contradiction qui reste. Dans la pratique, voilà, le coût du trajet, c'est quand même le principal critère de choix pour ces clientèles des 18-34. Et pour le futur, il y en a quand même 4 sur 5 qui sont prêts à agir sur le tourisme et les voyages pour limiter leur impact environnemental. Et ils souhaitent surtout un rééquilibrage avion-train. Donc, on voit ce désir ensuite d'utiliser beaucoup plus le train et d'avoir un rééquilibrage entre les billets d'avion et billets de train. Alors, j'avais une question à vous poser et vous pouvez utiliser la messagerie et le chat pour cela. Qui est de savoir pour vous finalement quelles sont les évolutions qui ont le plus d'impact. Donc, je ne sais pas si vous souhaitez partager et qui vous semblent les plus importantes pour votre activité. Alors, je suis en train de... Voilà. Donc, je vous laisse mettre un petit peu votre réaction. Quelles sont pour vous les évolutions qui sont les plus importantes dans votre activité parmi tout ce qu'on vient d'évoquer, ou peut-être d'autres éléments que vous souhaitez partager. Alors, je vois que Philippe nous signale les réservations tardives. Donc là, on est dans des choses là qui sont en effet fréquentes depuis déjà qu'il y a pas mal d'années, hein. On a ces notions de réservation. Là, changement climatique, donc, qui est évoqué également. Les recherches d'expériences ultra-locales, hein, Alexandra, en effet, on a discuté l'autre jour et tu voyais une forte évolution vers cette clientèle de proximité. Le moral et l'impact des médias sur ce moral, oui, mais nous, on a le moral ce matin. Donc, on va, on va y aller de façon positive. Oui, le développement, voilà, tu rejoins Liliane avec le développement du tourisme de proximité, la volonté de ralentir son rythme de vie, qui auront un impact. Et on voit qu'en effet, cette notion hein, de prendre l'air, déconnexion, décompresser, qui ressort fortement chez ces 18-34 ans, et le souhait de revenir à des expériences à vivre plus proches de chez soi, en petit comité. Voilà, le côté aussi un peu du cocon, hein, retrouver aussi entre amis, en famille, en petits groupes. Alors, la quantité des mails, oui, je vois Anne-Sophie, oui, avant, pendant, après le séjour. Des énormes centrales de data qui réchauffent la planète, ouais, je l'évoquerai tout à l'heure. Ouais. C'est les data centers. Le vieillissement de la clientèle et vélo pour tous, oui, puisqu'avec le vélo électrique aujourd'hui, il y a une très, très forte, en effet, très fort développement du vélo et du vélo pour tous. La recherche de maîtrise de coûts, des bons plans, l'expérience individualisée. Donc, n'hésitez pas à continuer à partager et Caroline Vigneault nous dit développement nécessaire des trajets en train. Oui, oui. Et on voit qu'il y a cette attente aussi d'un certain nombre de clientèles pour aller vers plus de trains et démocratiser le transport en train, voilà, pour plus de mobilité. Hein, cette attente du train très, très importante. Je vais continuer sur les évolutions, mais n'hésitez pas à continuer à partager des évolutions au fur et à mesure que je vais évoquer d'autres sujets. L'intelligence artificielle et les technologies, donc les dernières tendances. Alors, dernière tendance de l'IA, déjà comment évoluent les pratiques des touristes? Est-ce que les touristes utilisent ces IA? Alors, selon une étude qui a été faite par eDreams, alors eDreams, c'est quand même une plateforme numérique, donc ça induit quand même déjà une clientèle qui utilise pas mal Internet au quotidien, mais 73% des utilisateurs d'eDreams utilisent l'IA en voyage. Et c'est vrai que ça a été confirmé par une étude Booking, je crois récente, qui également donne un chiffre assez approchant. Donc on a déjà une forte utilisation.
Alors, qu'est-ce qui est utilisé? Des applications mobiles de Google qui ont intégré l'IA, comme Google Lens, Google Maps, on en reviendra là-dessus, mais aussi des assistants de voyage qui sont développés par des grands opérateurs. Et puis, certains d'entre eux, quand même, utilisent aussi pour tout simplement planifier leur voyage ou trouver des informations sur le voyage. Donc ça, c'est une des tendances aussi. Alors, les conséquences de l'IA, et on a évoqué tout à l'heure, et on aura un webinaire consacré à ça, sur les impacts de l'IA sur le référencement web, comment adapter ses contenus. Parce qu'en effet, d'ici 2026, le volume des recherches via les moteurs traditionnels va sans doute diminuer de 25% au profit de tout ce qui est agent virtuel, conversationnel, nourri à l'IA. Donc, on voit arriver des nouveaux concepts. Alors là, il ne faut pas se faire peur avec les grands mots, mais la Search Generative Experience, donc c'est tout simplement des moteurs de recherche dopés à l'IA. Voilà. Et puis, on va passer de ce qu'on appelait le CO, c'est-à-dire finalement le référencement naturel, Search Engine Optimization, au GEO, Generative Engine Optimization, puisqu'il va falloir se préoccuper de se référencer par rapport à l'IA. Quelles sont déjà les grandes tendances qui sont ressorties? C'est l'enjeu majeur de la qualité, la précision, la fraîcheur des contenus web que vous mettez. Donc, avoir vraiment du contenu détaillé, à valeur ajoutée et bien spécifique à votre structure. Il y aura un enjeu d'autorité aussi et d'expertise du site web. Parce qu'évidemment, l'IA sélectionne des réponses et donc il faut véritablement que pour que le site ressorte, pour que les informations ressortent, qu'il y ait une forme d'expertise et d'autorité. Augmenter la mention du nom de la structure dans les publications. Donc là, c'est pour faire référence, alors sans la mettre, bien sûr, la mettre partout, mais avoir bien sûr bien vérifié qu'on a la mention de la structure suffisamment. Faire des FAQ. Alors ça sera un des sujets, et je pense que Grégoire, qui va faire le webinaire, en reparlera. Le FAQ, c'est les foires à questions. Et justement, l'IA va se nourrir de ça. Donc, les fameuses FAQ qu'on a pu avoir il y a quelques années, qu'on avait parfois enlevées, peuvent avoir une utilité renouvelée avec l'IA. Et puis surveiller et gérer son irréputation, très très important, puisque l'IA va se nourrir aussi largement des avis clients. On aura l'occasion d'y revenir. Donc, des conséquences qui sont importantes et donc qui seront détaillées dans ce prochain webinaire par Grégoire Charton. L'évolution des outils. Donc l'IA, ça n'arrête pas de bouger. Bing Chat est devenu copilote. Donc pour ceux qui utilisent voilà, Microsoft aussi, vous avez cette possibilité d'avoir copilote. Google propose Gemini. Donc voilà pour les systèmes des grands GAFA, comme on dit. Et OpenAI est en train de développer, en fait, est en train d'aller plus loin. Il développe son propre moteur de recherche. Eh bien oui, pourquoi pas? Donc, ils vont essayer de se mettre sur ce terrain-là. Et puis, il lance un projet qui s'appelle Strawberry, qui est de créer une IA capable d'apprendre de ses propres erreurs et d'un raisonnement proche de l'humain. Donc, voilà, c'est ce qu'on évoque souvent, c'est cette idée d'aller vers une IA qui se rapproche des raisonnements humains, donc d'évaluer différentes options, choisir la meilleure en fonction des informations disponibles. Et il y a des applications possibles dans des domaines comme la médecine, le transport, la finance, la sécurité ou même la justice. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être travaillées à l'heure actuelle dans ce sens-là. Avec toute l'inquiétude que ça peut soulever également, hein, je pense qu'on peut le partager. L'IA pour les pros du tourisme, eh bien, je l'évoquais déjà l'année dernière, ça peut vous assister dans de nombreuses tâches. Et je dis bien assister. Voilà. On parle d'assistant IA, c'est une assistance. Il est très important que c'est vous qui gardez la main, mais vous pouvez vous faire assister pour travailler des offres, les rédiger, les courriels, des publications, des argumentaires de vente, une FAQ justement, préparer des réponses aux questions des clients. Trouver des bons mots-clés, rédiger des descriptions de postes, des annonces de recrutement quand il s'agit de travailler des offres d'emploi, pour prévoir aussi des plannings d'activités, gérer des flux. Et donc, ce sont des choses qui seront évoquées sous différentes formes, à travers des formations et des ateliers. Aussi bien alors sous deux angles, l'angle vu par Jérôme Forger,
qui le travaillera sous l'angle des hébergeurs et des professionnels, comment gagner du temps quand on est un hébergeur pour sa gestion d'activité en utilisant l'assistance de l'IA. Et puis, des formations ou des ateliers qui auront lieu aussi sur le contenu, c'est-à-dire rédiger des contenus, produire des contenus, produire des textes avec l'assistance de l'IA, puisque c'est quand même une des fonctions majeures qu'on peut avoir. Donc, travailler des textes, travailler des contenus, voilà. Mesurer sa présence aussi dans les recherches via l'IA. Il y a un nouvel outil qui a été créé par HubSpot qui s'appelle AI Search Grader et que vous pouvez utiliser. Il permet d'évaluer si sa marque est visible sur les moteurs de recherche. Alors, je ne sais pas si j'ai pas fait des tests sur des petites structures hein, parce que ça risque d'être peut-être plus difficile. L'outil est récent en plus. Mais là, j'ai fait des évaluations, par exemple, sur le château des Ducs de Bretagne à Nantes, voilà, juste pour voir comment ça fonctionnait. Et on voit que on a deux choses. On a d'abord un sentiment de marque, donc ça va vous donner les éléments positifs et négatifs, et qui se nourrissent, en effet, entre autres, des avis clients. Et puis, on a ensuite une part de voix, c'est est-ce que finalement on est repéré facilement par les outils IA. Alors, le premier aspect, vous voyez que sur les châteaux des Ducs de Bretagne, il y a beaucoup d'aspects positifs, hein. On est à 81% de positifs pour 19 de négatifs. Et ensuite, voilà, le HubSpot, enfin, leur outil, permet d'avoir des points forts et des points faibles. Bon, après, voilà, tout se discute dans ses points forts et ses points faibles, mais ça donne des indications. Voilà, c'est quelque chose qui peut peut-être parfois permettre de réfléchir, puisque finalement, c'est ressorti d'une analyse de ce qu'il y a sur le web. Donc, ça vous fait finalement une synthèse de ce qui ressort de positif ou de négatif sur le web. Et puis ensuite, c'est la part de voix, c'est la mesure de la présence dans les recherches via l'IA. Bon, elle est souvent aujourd'hui de zéro, hein. Donc il ne faut pas se cacher, tout simplement parce que justement, tous nos sites internet n'ont pas encore travaillé aussi cette présence. Et puis, ce qui est évoqué aussi par l'outil, c'est qu'il faut parfois faire plusieurs petits tests, hein. Parce que selon les catégories qu'on donne, là, entre autres, j'avais donné la catégorie, je crois, de sites de visite et puis d'industrie culturelle, puisqu'ils demandent quel type d'industrie. Et donc, on voit justement que à partir du moment où on est sur l'industrie culturelle, il va me donner comme part de voix aussi Walt Disney Company ou le Musée d'histoire naturelle de Paris. Donc, il y a des comparaisons qui ne sont pas toujours complètement adaptées. Par contre, il y a des comparaisons plus locales, hein, avec le musée historique de Nantes, Navibus, le voyage à Nantes, etc. Donc, c'est pas inintéressant, ça permet quand même, ça donne quelques petites indications, même si l'outil n'est pas parfait à l'heure actuelle. Alors l'IA, on la trouve un peu partout, on va les trouver aussi avec des objets souvenirs. Je l'avais évoqué déjà la dernière fois, mais c'est vrai que ça s'est un peu développé, donc ça m'intéressait de revenir dessus. C'est la société Askmona qui utilise pour donner vie à des petits objets souvenirs, donc des magnets. Et ils ont fait des petits magnets à l'effigie de 40 personnages historiques. Et en fait, avec ce petit magnet, il y a un petit QR code sur le magnet à l'arrière. Et on peut avoir une conversation personnalisée via l'IA avec le personnage. Donc, une petite conversation avec François Ier, Sarah Bernard, Jeanne d'Arc ou autres, voilà, des personnages historiques. Donc, c'est un outil d'interactivité qui est assez ludique. Et puis, il y a d'autres applications aujourd'hui qui permettent de se photographier et d'être intégrées dans une œuvre d'art et qui utilisent l'IA. Alors, il y a Art Selfie 2 qui est une app de agriculture de Google où on peut mettre son visage en fait à l'intérieur d'une œuvre d'art, ou Brian Things qui fait des photo booths qu'on installe dans les lieux de visite et avec lesquels on peut avoir aussi, on peut être intégré dans des tableaux et repartir avec sa photo là par contre. Alors il y a l'IA aussi et l'information touristique. La différence justement par rapport au chatbot, hein, le chatbot, ça fonctionnait avec des scénarios de réponses qui étaient préenregistrés, hein. Vous savez, voilà, on a un chat et puis on pose des questions et selon les questions qu'on pose, il y a des réponses mais qui sont prévues. L'IA, à la différence, va faire des réponses au fur et à mesure. Il va piocher par contre dans des sources, alors soit des sources très très larges, soit des sources qu'on a prédéfinies. Là, en l'occurrence, le site One Provence, qui a été créé depuis fin 2023,
qui va au-delà du tourisme. C'est vraiment l'attractivité globale sur la Provence, sur le territoire. Eh bien, on va pouvoir converser. Voilà, on va converser. Donc, moi, je lui avais posé une petite question qui était qu'est-ce que je pourrais visiter le week-end prochain? Bon, vous ne pouvez pas voir parce que c'est trop petit, mais vous pourrez voir dans le support, puisque vous aurez tout le support après. Et donc, il m'a dit que, bien sûr, le Vieux-Port de Marseille, la basilique Notre-Dame de la Garde, etc. Mais après, je lui ai dit, mais si j'ai un enfant de 15 ans, qu'est-ce que vous me proposeriez? Et là, il va adapter un peu. Il va me parler du Mucem, il va me parler du Palais Longchamp, il va me parler du parc d'attractions au Quai Coral. Et puis, il va me citer après le, zut, le vélodrome, hein. Voilà, le vélodrome, etc. Donc, il va adapter ensuite. Donc, on voit selon les questions et la conversation que je vais avoir une adaptation des réponses. Et alors, il y a le département du Doubs qui a sorti cet été Hey Doubs, un agent conversationnel basé sur l'IA aussi. Et c'est tout à fait intéressant. Euh, et donc, il fournit des recommandations de destination et d'activités. Donc, là aussi, un petit agent conversationnel. Et puis alors quelque chose de, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer, vous avez entendu parler de Anne Cardy. Anne Cardy, c'est une influenceuse bretonne qui a été créée via l'IA, donc elle est totalement virtuelle, sur Instagram. Et donc c'est un compte Instagram avec Anne Cardy qui publie des photos, etc. Et tout ça est managé par l'IA. Alors il y a certaines photos quand même, qui sont des photos réelles, hein, bien sûr, récupérées auprès de vraies personnes. Voilà. Et d'autres images, voilà, des textes, des interactions qui, elles, sont générées par une IA. Alors, ça, c'est très, ça peut laisser perplexe, hein. Je vous invite à aller voir ce compte. Il y a des followers qui sont enthousiastes, qui sont très contents. Il y en a d'autres qui sont vraiment, on sent qu'ils sont un peu perplexes parce qu'ils se disent, oui, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux là-dedans? Voilà. Et cette utilisation, par contre, de l'IA pour la Bretagne a engendré de très belles retombées médiatiques. Alors, pourquoi? Parce que, alors j'ai découvert qu'il y avait le premier concours des Miss IA, des World AI Creators Awards. Donc, elle a postulé, Anne Cardy, pour être la Miss IA univers, et elle a fait partie des finalistes. Mais ce qui a valu beaucoup d'interviews et de reportages sur la Bretagne aussi. Donc, de belles retombées indirectes à partir de cette IA. Donc, vous pouvez la suivre, c'est quand même assez original. Alors ensuite, les NFT dans le tourisme. Eh bien, j'avais évoqué l'année dernière l'Office de tourisme de Dunkerque, hein, qui avait lancé des NFT. On se souvient que les NFT, ce sont des souvenirs numériques et qui utilisent la blockchain, c'est-à-dire qui sont vraiment personnalisés pour vous. Personne d'autre peut les utiliser. Eh bien, le musée d'Orsay en a fait aussi cette année. Et la ville de Rouen a créé aussi des NFT dans 4 sites emblématiques de la ville et avec une entreprise qui, Anne-Sophie Rabréau me l'a indiqué, est basée à Guérande, qui s'appelle Keru. Donc, vous avez une entreprise régionale là qui propose la création de ces NFT et qui en a réalisé pour la ville de Rouen. Et donc, le visiteur va scanner un QR code dans des boutiques de Rouen et qui lui donne accès à un souvenir numérique et donc des avantages comme des tarifs réduits voilà, sur certaines visites guidées, sur certaines propositions d'offres de visite de la ville de Rouen. Donc voilà encore des utilisations qui sont en train de se développer par des offices de tourisme, par des villes. Alors bien sûr, oui, Anne-Sophie, tout à l'heure, tu parlais des data centers, hein. Alors, 2023, Google avait publié un rapport qui disait que 5 à 10 des émissions mondiales de gaz à effet de serre pourraient être atténuées grâce à l'utilisation de l'IA, ce qui est quand même un peu étonnant. Et il y a un récent rapport de Greenpeace et des Amis de la Terre qui ont mis en évidence deux risques, hein. C'est si l'industrie de l'IA multiplie par deux le nombre de ces data centers, et on sait que l'IA est extrêmement gourmande en énergie, hein. Une requête via l'IA nécessite 10 fois plus de puissance qu'une requête classique. Donc, on est sur de la très forte hausse de consommation d'énergie. Donc, si on doit multiplier par deux le nombre de data centers et tout en améliorant quand même, hein, leur capacité énergétique de 10%, il n'empêche qu'on aurait 80% d'augmentation de CO2 liée à la recherche Internet. Donc, on a quand même voilà, des questions à se poser, en effet, entre la compatibilité IA et les enjeux, par ailleurs, climatiques.
Et puis, il y a un autre risque qui est soulevé, c'est les problématiques de sécurisation des données transmises à l'IA, de la fiabilité des données transmises en retour. Et donc, il y a un certain nombre de... l'Europe est en train de travailler sur des recommandations sur ces sujets-là, puisque l'Europe est déjà un peu pilote sur la protection des données. Et donc, il y a maintenant l'intégration des problématiques IA. Donc voilà pour ce tour de piste sur l'IA, mais on voit que ça bouge évidemment en permanence. Alors maintenant, je voulais juste faire un petit focus sur les tendances numériques dans le secteur de la culture. Pourquoi? Parce qu'il y a, il y a quelques éléments qui sont sortis sur le comportement numérique des visiteurs français. On voit qu'on a aujourd'hui 16% des Français qui ont réalisé une visite virtuelle d'un musée, exposition ou d'un lieu patrimonial. Ça a beaucoup augmenté par rapport à 2022, mais ça reste encore minoritaire. Et il y en a près des trois quarts qui s'informent sur les activités culturelles via le numérique. Donc là, il n'y a pas de... C'est comme pour le tourisme au sens large, hein, le numérique fonctionne, le culturel fonctionne exactement pareil, réseaux sociaux, sites internet. Par contre, la spécificité, c'est qu'ensuite, c'est via l'affichage, hein, et ensuite, autant par le bouche à oreille. À la différence, et donc c'est lié, ah oui, j'ai oublié de remettre là, un petit picto, je suis désolée. Euh, Puisqu'il va y avoir une formation Facebook pour les sites patrimoniaux. Donc là, qui va faire partie donc, du programme de l'Académie et qui aura lieu fin janvier. J'ai oublié de la remettre ici. Pardon, elle aura lieu en mars, pardon. Et donc Facebook est en tête des réseaux pour les sites patrimoniaux, suivi d'Instagram. Donc c'est du fait de l'âge, je pense, des clientèles ou des personnes voilà, qui fréquentent ces lieux de visite. Et donc, on a Facebook qui reste en tête par rapport à Instagram pour tout ce qui est lieu de visite patrimonial. Et puis, 6 visiteurs sur 10 achètent leur billet à l'avance. Ça, c'est quelque chose. Alors là, c'est une évolution très, très forte hein, qui s'est faite au moment du Covid, bien obligé, et puis qui a perduré après. On a donc quand même une majorité qui achète les billets à l'avance, d'où l'importance également de la réservation en ligne, des billets en ligne pour les sites de visite. Toujours sur le comportement numérique des visiteurs français, les outils de médiation classiques sont les plus utilisés. Et donc, plus de 9 fois sur 10, donc on reste dans la médiation traditionnelle, mais on a également 9 fois sur 10 qui ont déjà utilisé quand même des écrans tactiles et des projections multimédia. Il y en a également plus de la moitié qui ont utilisé des applications audio guides ou la moitié également par des QR codes dans les salles. Donc, utilisation également des QR codes dans les salles. Et là aussi, l'utilisation du QR code est beaucoup plus fréquente aujourd'hui qu'elle n'était avant le Covid. Et puis, ils préféraient utiliser des outils d'aide à la visite du lieu de visite plutôt que leur smartphone. C'est-à-dire que voilà, il y a aussi une idée que quelque part, on préfère quand même utiliser des outils qui ont été prévus par le lieu de visite plutôt que son propre smartphone. Et les avis un peu mitigés concernant les expériences immersives. Aujourd'hui, on a à peu près la moitié des visiteurs français de sites qui sont intéressés, mais pas plus que la moitié. Et pour l'instant, ça progresse. Voilà, ça progresse tranquillement. Alors voilà pour ce panorama technologique. Euh, et donc, je vois qu'il y avait il y avait une petite question. Tu me demandais si l'IA prend en charge la météo à venir pour ses recommandations de sortie. Je n'ai pas fait le test. Donc, je pense que si on lui indique, oui. Voilà, je pense que par contre, il faut lui indiquer. C'est-à-dire que dans sa recherche, on doit lui dire qu'en effet, ça va prendre. Alors après, pour Hey Doops, je me demande si pour le département du Doubs, ils n'ont pas intégré la notion de la météo, justement. À voir. Mais c'est quelque chose qui est possible, en effet. Il suffit de dire que dans les sources à utiliser, on va se poser la question de la météo. Voilà, bah, Philippe nous dit qu'il vient de le faire et ça marche. Voilà. Donc, évolution maintenant, troisième chapitre, des grands acteurs de l'e-tourisme et des acteurs émergents. Donc, chaque année, on fait un petit point sur ces acteurs du tourisme un peu incontournables du e-tourisme. D'abord Google, hein. Alors, qu'est-ce que nous fait, quelles sont les dernières mises à jour que nous a fait Google? Des mises à jour, en effet, qui continuent. Chaque année, on a plusieurs mises à jour, hein.
Ils privilégient vraiment la performance des sites, hein, et la pertinence. Donc, ces mises à jour, elles ont continué, donc on a toujours un peu les mêmes principes, hein. Par contre, il n'y a pas eu de grosse rupture. Importance accrue toujours de la vitesse de téléchargement, hein. Donc, toujours un point clé pour être vigilant sur la vitesse de téléchargement de votre site. Ce qu'on avait appelé les Core Web Vitals, hein, dont je crois que j'avais parlé les dernières fois. Les critères sont toujours les mêmes, ils sont toujours suivis. C'est donc justement le téléchargement, c'est l'interactivité, la stabilité aussi visuelle. Donc voilà, tous ces éléments sont pris en compte toujours. On a toujours une mise à jour aussi de Google BERT, c'est lié à la qualité, l'utilité des contenus, hein. Donc, il privilégie bien sûr les contenus qui vont être récents, qui répondent bien aux questions des internautes, et puis bien évidemment le côté mobile. Voilà. Ils ont un index mobile first qui rentre très largement en compte dans aujourd'hui le référencement Google. Et puis la notion d'autorité qu'on évoquait tout à l'heure avec l'IA aussi, c'est d'avoir des contenus authentiques et uniques. Donc, bien toujours travailler ces contenus. Et puis pour savoir si le site web en fait est impacté au cours de l'année, il faut effectuer un comparatif, hein, de vos statistiques. Donc, regardez un petit peu ce qui se passe euh, sur les principales statistiques de votre site web, hein, que vous pouvez avoir avec en général votre Google Analytics ou bien votre Matomo pour ceux qui sont passés sur Matomo. Alors, il y a des formations sur ces sujets-là aussi, hein. En distanciel, il y aura une formation de développer un site web efficace pour dynamiser ses ventes et on y reviendra. Et puis, avec l'Anjou et l'Anjou bleu, je vois qu'il y a une petite faute, je corrigerai. Donc, une formation spécifique sur le référencement naturel avec l'idée d'auditer et d'optimiser son site web. C'est un point important. Et Google, donc, intègre l'IA dans Google Maps, hein. Donc, tout simplement pour faciliter la recherche de lieux en fonction de préférences. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter des préférences. Ça peut être des préférences alimentaires, donc vous trouvez un restaurant, mais par exemple vegan ou indien, ou enfin voilà, des éléments particuliers, des emplacements aussi particuliers, des présences d'animaux. Voilà. Donc l'analyse, elle se fait à partir des informations qu'il y a déjà dans Maps, ainsi que les avis écrits par les communautés de contributeurs. Et aujourd'hui, c'est uniquement les avis de ceux qui sont contributeurs, c'est-à-dire qui sont Google Local Guide. Hein, vous savez que sur Google, si on donne des avis régulièrement via Google, on peut devenir ce qu'on appelle Google Local Guide. Et à partir de ce moment-là, en effet, les avis ont une valeur supplémentaire. Et donc, ce sont ces avis-là qui sont repris dans l'IA. Aujourd'hui, les tests sont en cours aux États-Unis. Donc, on n'a pas encore vraiment ce Google Maps conversationnel aujourd'hui en France. Le déploiement est prévu en Europe, là, dans l'année qui vient, normalement. Et donc, il y aura un atelier spécifique avec l'Office de tourisme de Pornichet, sur le territoire de Pornichet, pour justement gagner en visibilité via la fiche d'établissement Google et la gestion des avis clients. Puisque je l'ai remis aussi ici, parce que aujourd'hui, c'est très important d'être présent aussi dans ce qu'ils ont appelé le pack local, hein. Vous savez que quand on fait une recherche sur Internet, on a d'abord la publicité, hein, tous les liens sponsorisés, et puis ensuite, on a un pack local. Et pour remonter dans ce pack local, eh bien, il faut évidemment avoir optimisé complètement sa fiche établissement. Alors, l'ex-Google My Business, qu'ils appellent aujourd'hui uniquement la fiche établissement. Donc, très, très important. Voilà, cette fiche établissement, il faut revenir dessus régulièrement et revenez dessus pour l'actualiser, enrichir, avoir des photos qualitatives en lien avec votre positionnement, vos clientèles, l'actualisation des périodes, hein, des jours et des heures d'ouverture, très, très important, la description, voilà. Et puis, développer, gérer les avis clients. Sur Google, sachant que depuis mars 2024, Google a été un peu accusé là aussi de monopole un petit peu, donc il a été obligé d'ouvrir à des avis de sites tiers tels que Trustpilot, il faut que je fasse une petite correction aussi, c'est Trustpilot, et ou TripAdvisor, qui remontent donc en plus des avis Google, hein. Donc, il faut savoir, voilà, si vous développez des avis aussi sur TripAdvisor, ils vont remonter également et servir pour ce pack local de Google dans les avis.
Donc ça, c'est un point clé. Alors après, dans les grands acteurs, les grandes plateformes, ça ne bouge pas vraiment. Toujours le top 5, les mêmes grands acteurs de la distribution touristique, hein. Ça n'a pas trop bougé. Booking, TripAdvisor, Airbnb, qui restent dans le trio de tête. Voilà. Une petite évolution, c'est Agoda, qui a pris la place d'Expedia. Agoda, c'est la plateforme qui est plutôt tournée vers l'Asie. Euh, mais pas uniquement, mais qui fait partie de toute façon du groupe Booking, hein. Donc voilà, on reste dans le groupe Booking. Airbnb qui bénéficie toujours du plus fort taux d'engagement. Voilà, ils ont ici 14 pages visitées en moyenne, hein. Donc voilà, il y a une fréquentation quand même assez longue dans la durée. Et puis là, c'était les informations nationales, hein. Et en France, si on reprend la France, SNCF Connect se place toujours en quatrième place. Donc, on a toujours la quatrième place pour SNCF. Et Paris FR qui a pris la cinquième place cette année. Mais je pense que c'est lié notamment aux Jeux Olympiques. Voilà. Donc, on a à peu près les mêmes données. Alors, je vois qu'il y avait une information là qui passe, c'est du domaine de journaux peut-être. TripAdvisor a annoncé qu'ils arrêtent leur propre distribution. Oui, ça c'est en effet fort possible. J'ai pas vu passer l'information, mais ça peut faire partie en effet de leurs évolutions. Il n'empêche que TripAdvisor avait connu une chute au moment du Covid, très 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 forte, et ils avaient même licencié pas mal de personnes. Et ils sont remontés depuis l'année dernière, hein. Donc depuis 2023, ils sont remontés, enfin 2022, ils sont remontés en deuxième place. Donc, ils gardent une position quand même assez importante au niveau des avis, même si Google a pris la première place. Booking, maintenant, concurrence Airbnb pour les locations de vacances. Euh, et oui, donc en 2023, Booking a proposé 7,4 millions de locations de vacances, soit seulement 300 000 de moins qu'Airbnb. Donc, vous voyez le poids qu'a pris Booking sur les locations de vacances. Donc, ils représentent d'ailleurs 33% des nuitées réservées sur Booking. Donc, ça a pris une dimension assez importante. Et Booking continue à avoir des bénéfices records. Donc, ils ne sont pas prêts de céder la place. Expedia a lancé, alors ils continuent plutôt des évolutions technologiques, hein. Donc, ils ont lancé Romy, un assistant personnel qui est nourri à l'IA et qui permet de faire pas mal de choses, puisqu'on peut planifier le voyage avec des conseils, on peut élaborer l'itinéraire, on peut veiller aux imprévus, justement, on peut avoir des notifications par rapport à des problèmes de météo, de perturbations, etc. Donc, voilà, Expedia continue à développer des outils technologiques, dont justement son assistant IA. Quant à Airbnb, ils se cherchent un peu, même s'ils sont toujours dans le top 3. Ils cherchent leur modèle de croissance, en fait. Ils souhaitent mettre les profils clients au centre d'une proposition de service attendue. Donc, ils veulent aller plus loin dans la connaissance client et pour proposer plus de choses finalement que simplement la location de vacances, aller au-delà de la location et offrir plus d'offres et de services. Alors, ils ont développé cette année quand même pas mal aussi tout ce qui est l'offre liée, enfin, le lien entre les professionnels et des conciergeries ou des professionnels de l'immobilier. Mais ça, c'est sur la partie prestataire, professionnel, offreur. Après, vis-à-vis des clients, ils ont surtout lancé cette année ce qu'ils ont appelé les iconiques, qui était une série d'expériences hors du commun. Du style, voilà, une nuit au musée d'Orsay, vous savez ici la photo, une nuit dans la maison du film d'animation là-haut, un tête-à-tête avec Doja Cat, un personnage, voilà. Et donc proposer à des tarifs qui sont assez accessibles, à condition d'être sélectionné par la plateforme. Et en fait, pour être sélectionné, eh bien, il faut s'inscrire et il faut fournir des informations détaillées sur son profil et ses centres d'intérêt. Donc, en fait, on voit bien là, en effet, ce qu'est en train de rechercher Airbnb pour essayer de mieux connaître, comprendre les clients et essayer à partir de là
de travailler sur des gammes élargies de services. Ils ont quand même eu quelques difficultés financières cet été. Il y a une baisse, une stagnation, une baisse du marché américain. Euh, Leur action a chuté, donc voilà, Airbnb sont un peu en recherche. Et on parlait des mesures l'année dernière qui avaient été prises dans un certain nombre de communes, hein, dont les Sables d'Olonne. L'île de Ré, là, a adopté des mesures encore plus fortes concernant les locations saisonnières, hein. Donc là, c'est véritablement par rapport à des problématiques de location à l'année qui sont devenues extrêmement difficiles sur le territoire. Donc à partir du 1er juin 2025, il y aura une obligation d'obtenir une autorisation de changement d'usage pour faire de la location saisonnière avec la gestion d'un numéro d'enregistrement. Il y a une règle qui reste inchangée pour les résidences principales, hein, donc sur moins de 120 nuitées par an. Par contre, il y a la création d'un quota maximum de location saisonnière par commune et un maximum qui aurait été fixé à 2700 et quelques pour le territoire. Sachant qu'aujourd'hui, on peut arriver à près de 4000 locations sur le territoire. Donc, euh, vous voyez que là, il y a un objectif de restreindre et tout cela il y a donc un quota max aussi de location saisonnière par personne et un dispositif prévu de soutien à la location à l'année. Euh, donc, préoccupation sur l'île de Ré. Et vous voyez donc la petite notice là qui est parue. Voilà, louer mon logement en courte durée à partir du 1er octobre. Bien comprendre la nouvelle réglementation, donc mise en place localement. Alors, on parlait TripAdvisor. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que, en fait, les recherches d'hébergement sont faites en majorité par des utilisateurs français. Donc, même si TripAdvisor a cette vocation très internationale, et donc un grand nombre de millions de membres actifs à l'échelle mondiale, euh, les, quat- les 2 tiers des pages de recherche d'hébergement en France sont consultées par des utilisateurs français. Donc ça, c'est une spécificité quand même. Les États-Unis et le Royaume-Uni étant ensuite les 2 premiers marchés intéressés par la France. Donc vous voyez ici le top 10, voilà, des pays qui visitent et qui s'intéressent à la France. Donc France, États-Unis, Royaume-Uni. Ensuite, on a l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, etc. Mais les 2 tiers des pages de recherche qui sont d'hébergement consultées par des utilisateurs français. Après, la catégorie la plus recherchée en France, ce sont les attractions, les activités, hein, qui sont très recherchées sur TripAdvisor. Alors, dans les plateformes d'activités, les alentours dont on suit un petit peu le chemin depuis sa création est devenu Manawa, hein. Donc, l'année dernière, j'avais évoqué qu'Alentour avait acheté Manawa, qui était leader dans les propositions d'activités de loisirs en France. Eh bien, là, ils ont pris carrément le nom de leur plateforme grand public, bon, pour des raisons aussi, justement, de rationalité, de référencement, etc. La préoccupation, c'est qu'aujourd'hui, la nécessité, ça va être d'être référencé en effet par Manawa pour remonter. Euh, et puis, donc, le développement se fait maintenant autour de cette marque, avec toujours des partenariats qui sont signés progressivement, dont un nouveau partenariat avec VP. Donc, Alentour continue son chemin, mais sous le nom de Manawa. Sur les activités outdoor, on a également Rossignol qui a développé, alors c'est plus confidentiel hein, parce que ça ne concerne voilà, plus une clientèle plus limitée, euh, une application et un site internet qui s'appelle OnPiste et sur lequel ils font une sélection des meilleurs parcours sportifs dans 4 univers, trail, vélo, marche nordique, ski de randonnée. On a 70 destinations en France hein, qui sont sélectionnées dans ces sites par Rossignol, dont une dizaine en Pays de la Loire, hein. Et donc, vous avez ici, par exemple, un certain nombre de possibilités du côté de Sainte-Suzanne, hein, les Couévrons. Donc, je fais un coucou aux participants de Sainte-Suzanne, hein. Voilà. Dans les activités, toujours, on a Get Your Guide, qui est vraiment très fortement implanté sur tout ce qui est activité, excursion touristique, activité touristique. Et il considère que le marché des activités touristiques continue à progresser et pourrait représenter un marché extrêmement puissant dans les années à venir.
et qu'actuellement, on a encore les trois quarts du marché qui continuent à s'effectuer hors ligne, 70%. Donc, on a aujourd'hui une croissance qui est forte pour tout ce qui est excursion et visite guidée, proposée aussi par des indépendants et ainsi que des randonnées, ateliers et activités. Donc, ils ont créé une nouvelle série d'outils, en fait, qui sont là aussi dopés à l'intelligence artificielle. Donc, parmi les fonctionnalités qu'ils proposent, c'est de pouvoir créer des produits via des suggestions de mots-clés et de lieux, d'analyser les performances des créateurs d'offres et la mise en place d'offres spéciales période creuse. Donc, ces fonctionnalités, elles sont pour ceux qui travaillent avec Get Your Guide, pour ceux qui sont, pour les professionnels qui passent par leur plateforme. Donc, ce sont des outils voilà, directement liés à leur plateforme. Ensuite, eh bien, le dispositif régional IRESA, dans ces grands dispositifs, je rappelle, comme chaque année, qu'il y a un dispositif important proposé par la région avec les agences départementales du tourisme partenaires et que ce dispositif peut permettre aux hébergeurs, aux opérateurs de disposer d'outils dédiés qui leur permettent de pouvoir effectuer des réservations en direct à partir de leur site web et d'avoir aussi plus de visibilité sur tous les sites des destinations partenaires. Donc, toujours ce dispositif à l'heure actuelle, il va proposer beaucoup plus de... Vous avez tout un ensemble de webinaires, d'outils, de rencontres qui sont proposés et qui sont indiqués dans le programme de l'académie. Et puis, je redescends, voilà. Et on a donc ce webinaire qui va aussi avoir lieu sur comment s'assurer d'être parfaitement en règle pour sa commercialisation en ligne le 14 octobre prochain. Donc, les nouveautés, nouveaux modules de tarification dans Open Pro, il va y avoir des présentations qui vont être faites prochainement, nouvelle gestion des encaissements aussi dans la doc, savoir voilà, que des outils au service de stratégie, pour que ça fonctionne bien, pour développer ses ventes, il faut disposer d'un site web efficace, d'où la formation aussi sur créer un site web performants pour la vente en ligne. Et puis, voilà, des rencontres départementales qui ont lieu avec les ADT partenaires. Donc là, tous ceux qui sont IRESA vont être informés là-dessus. Et puis, beaucoup de formations aussi qui sont prévues sur définir la politique tarifaire, ainsi que des ateliers. Donc, formation ou ateliers en lien avec des offices de tourisme. Donc, le dispositif, les ventes directes représentent toujours plus de 80% des ventes totales. Donc, on est toujours dans les mêmes chiffres à peu près. 2024, ce sont les chiffres au 22 septembre. Donc, en fin d'année, on sera vraisemblablement à peu près à l'étiage de 2023. Je ne sais pas si on aura une petite augmentation ou pas, mais on sera au minimum à cet étiage-là. Et donc, pensez à ces formations aussi pour travailler sur un site efficace. Alors, l'évolution des plateformes, ce sont l'évolution des plateformes de séjour éco-responsables également. Euh, donc, vous avez Gringo qui a lancé Gringo Explore. Donc, c'est un moteur de recherche de séjour. Donc, il va rechercher en effet des lieux de vacances, des week-ends en fonction de la ville de départ, du mode de transport et du temps de trajet maximum. Donc là, ça va un petit peu plus loin. On est dans un moteur de recherche qui va un petit peu, voilà, qui intègre le transport. Et ça correspond à un besoin parce qu'en effet, on voyait que Booking, dans sa dernière étude, indiquait que si les trois quarts des voyageurs souhaitaient voyager de manière plus écologique, seulement 5% estimaient qu'il est facile de voyager durablement. Donc, on a ces problématiques-là. Fairmove continue aussi à évoluer. Alors, ils soutiennent des projets de plantation comme Tree for You. Ils vont intégrer des choses très professionnelles comme le contenu GDS avec Orchestra pour faciliter tout le traitement des réservations. Et puis Betterfly, qui, on avait indiqué l'année dernière, fait partie maintenant du groupe Fairmove, a développé sa nouvelle étiquette environnementale. Donc ça, c'est un point intéressant à avoir, c'est l'étiquette environnementale. L'évolution toujours de plateforme Mover. Mover, c'est une plateforme qui a été co-construite cette année et qui est sortie cette année, co-construite par Clé Verte et Bienvenue à la ferme. Donc là, on a une nouvelle plateforme dédiée à Clé Verte et Bienvenue à la ferme
pour valoriser et promouvoir l'offre touristique authentique et éco-responsable française. Donc, c'est une nouvelle plateforme. Et puis, dans les startups et concepts émergents, j'en ai juste retenu quelques-uns qui peuvent être intéressants, ou en tout cas certains. Alors, le premier, il est plutôt disruptif, il est plutôt très étonnant, je vais vous dire. C'est Globiz. C'est une plateforme de location saisonnière qui viserait à concurrencer Airbnb et qui travaille avec ce qu'on appelle la blockchain. Alors, il y a un petit micro qui est ouvert. C'est possible de le fermer. Et donc, le principe, c'est d'avoir des frais de réservation très réduits grâce à l'utilisation de la blockchain, donc une technologie qui permet de sécuriser voilà, chaque réservation. Une sélection de locations qui serait au travers d'un label Globiz basé sur des critères éco-responsables, à voir. Pour l'instant, on n'a pas le plus de détails. Et puis, deux types d'utilisateurs, voilà, des Globers et des Bizers. Les Globers, c'est les clients de la plateforme. Les Bizers, ce sont des investisseurs et qui investissent via des NFT, qui contribuent donc au développement de la plateforme. Et enfin, il peut y avoir un large panel d'investisseurs. Alors aujourd'hui, la plateforme, elle est juste en bêta-test. Elle essaye de se vendre auprès des investisseurs. C'est assez étonnant, mais à voir ce que ça va donner. Là, on est aux confins de la technologie. Sinon, quelque chose de plus simple, Pimp My Trip, c'est une startup qui veut favoriser les expériences authentiques. Donc, elle a été soutenue par l'Office de tourisme de Paris. Elle est présente à Nantes. Il y a déjà on a déjà des expériences proposées oui, sur Nantes. En fait, il y a deux communautés. De nouveau, il y a les pimpeurs, c'est les locaux qui partagent leurs adresses, et les pimpés, les voyageurs qui vont débloquer un carnet d'adresses authentiques pour 5 euros. Donc là, les voyageurs débloquent en effet les bons plans pour 5 euros. Et il y a des villes partenaires. Donc l'idée, voilà, c'est de faire matcher en effet l'intérêt de certains voyageurs avec des profils aussi de personnes qui leur proposent des bonnes adresses. Et sur les villes, on peut débloquer tous les carnets d'adresses pour une quinzaine d'euros avec une partie de la somme qui peut être versée à une ou plusieurs associations choisies par la ville. Donc, et là, vous voyez, sur Nantes, on a 103 personnes qui proposent leurs bons plans, leurs bonnes adresses, etc. Donc, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Sinon, quelque chose aussi d'intéressant Anto Info, c'est la plateforme audio de partage des événements culturels, associatifs et sportifs, avec un agenda audio accessible pour tous. Et donc là, le principe, c'est en effet, cette plateforme récupère automatiquement tous les événements via Data Tourisme, Open Agenda, Tourinsoft, Apida et WordPress, etc. Et ils peuvent faire une diffusion audio via des playlists podcast, des notes vocales, des stories ou dans le site, même dans le site web de la structure. Donc, il y a des premiers offices de tourisme utilisateurs. Et donc, ça peut être tout à fait intéressant pour les offices de tourisme. En plus, ça permet d'avoir quelque chose de complètement inclusif qui répond aux notions d'accessibilité de l'information, quel que soit le handicap de la personne. Donc, on a quelque chose là d'intéressant et de beaucoup plus ouvert en termes d'information euh, à- pour pouvoir diffuser les agendas événementiels. Et puis, une dernière petite tendance, une start-up que j'ai trouvée, que je trouvais très originale, c'est la plateforme pour louer un plan d'eau, et donc qui est surnommée le Airbnb des étangs. Et donc, ils ont réalisé leur première réservation cet été, c'est donc assez récent. L'idée, c'est de proposer de louer un plan d'eau, alors un lac, étang, une rivière, pour y passer une journée ou plusieurs jours pour pêcher, camper ou se ressourcer en famille. Donc, il y a certaines annonces qui proposent également un hébergement sur place, comme un mobil-home, une cabane, un chalet ou un gîte, etc. Et donc, vous avez des premières choses. Là, j'ai vu un petit étang à louer pour les vacances avec un mobil-home dans l'Anjou, justement. Donc, il y a déjà quelques premiers étangs et lacs en Pays de la Loire. Donc, j'ai fait une première recherche. Et donc, c'est assez original comme concept. Alors, quatrième point, et je vois que j'ai pris un petit peu de retard, je vais essayer d'accélérer pour qu'on arrive à tenir le timing et avoir tout notre temps d'échange prévu avec Caroline Mignon, je crois qu'il nous a rejoint. Agir pour un tourisme durable et responsable, donc on arrive en plein dans le sujet. Que pensent les touristes? On a les trois quarts des touristes qui déclarent vouloir voyager de manière plus durable au cours de l'année à venir. Oui, mais donc ça, c'est l'étude qu'avait fait Booking en 2024 auprès de tout un ensemble de touristes.
Mais voilà, ils ont un certain défaitisme sur leur impact. Voilà. Que pèse leur comportement de voyage? Est-ce utile? C'est à destination, mais pas en œuvre de bonnes pratiques de durabilité. En fait, près de la moitié d'entre eux préfèrent des hébergements qui disposent d'un certificat de durabilité, mais voilà, la moitié d'entre eux voudraient une information claire. D'où l'importance de bien savoir aussi communiquer et valoriser ces engagements durables, hein, ce qui fait l'objet de certaines formations. L'enjeu des éco-gestes. Ça, c'est très, très important parce que finalement, plus des 2 tiers de ces personnes estiment que le fait d'être témoin de pratiques durables lors d'un voyage les incite à les adopter dans leur vie quotidienne. Donc, l'impact des éco-gestes est très important. Alors, en termes de mobilité douce, qu'est-ce qui se passe? On a les dernières mises à jour de Google qui rendent plus accessibles les mobilités douces. Euh, Plus de propositions d'itinéraires pratiques qui mettent en avant transport en commun, marche à pied, des estimations d'empreinte carbone de vol en avion, une facilitation de recherche de trajets longue distance en train et en bus. Et puis, dans quelques mois, ils pensent proposer l'option de voyage la plus écologique, quel que soit le point d'entrée. Et là, j'ai fait par exemple une recherche Paris-Nice et je vois l'avion n'est pas mentionné. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des évolutions dans la façon dont Google est en train de présenter ces informations. Alors, quelques éléments importants en termes de mobilité. Vous avez Tictatrip, qui est un comparateur de transport qui permet de réserver les billets de train, bus et covoiturage sur un seul site. Là, c'est intéressant. Il y a déjà 130 villes et événements partenaires qui utilisent le widget. On peut utiliser un widget Tictatrip qui permet voilà, de faciliter en effet ces déplacements dans des modes qui sont des modes combinés, hein, avec train, bus, covoiturage. Et puis, vous avez aussi une startup qui s'appelle Molo, qui promeut le voyage sans avion. Donc, ils ont un site web avec des articles, avec un blog, pas mal d'informations qui promeut le voyage sans avion. Et ils ont fait un partenariat cet été avec Komoot pour créer une série d'itinéraires de randonnée ou à vélo, à pied ou à vélo, accessibles en train. Donc, ils ont créé 14 itinéraires durant l'été, donc en lien entre Komoot et Molo. Donc, je vous invite à regarder aussi et à suivre un peu ces sites-là ou ces applications-là. Vous avez également, alors c'est plus au niveau des offices de tourisme, mais certains hébergeurs l'utilisent, un ensemble de solutions numériques pour créer, gérer et diffuser des circuits touristiques qui favorisent les modes de déplacement bas carbone. Donc, avec Loopy. Donc, l'outil permet de travailler en effet cette présentation de circuits et qui favorise ces modes de déplacement bas carbone. Donc, ça peut être valable pour des offices de tourisme, pour des loueurs de vélos, pour des agences de voyage, pour des hébergeurs. On a là aussi voilà, un système qui peut être intéressant. Et donc, je vous ai mis leurs références également pour regarder. Et puis, point important, les démarches RSE, RSO. Hein. Pour les entreprises comme pour les organisations, c'est vraiment une démarche importante qui permet de prendre en compte à la fois les enjeux sociaux et environnementaux. Ce sont des démarches voilà, qui engagent toute l'équipe avec un plan d'action dans la durée. C'est une étape importante. Voilà. Et l'Office de tourisme de la Baule est le premier office de tourisme de France à porter la labellisation RSE Lucie 26 000, c'est-à-dire qu'ils ont été très loin voilà, dans la labellisation la plus exigeante, sachant que bien sûr, déjà pas mal de structures, hein, agences départementales du tourisme dans la région Pays de la Loire ou Office de tourisme ont commencé à entreprendre ces démarches. Je voulais faire un petit focus sur l'accessibilité. On en a pas mal parlé. Déjà, on avait eu des formations l'année dernière pour les sites de visite hein, sur l'accessibilité. Et puis, bien sûr, avec les JO paralympiques, ça a été mis vraiment en évidence. Et donc, un enjeu majeur, 12 millions de personnes en France sont en situation de handicap, tout type d'handicap confondu. Et j'ai juste relevé une initiative que j'ai trouvée intéressante, c'était l'Office de tourisme de Dijon, qui propose de louer des fauteuils électriques pour visiter sa ville, et sachant qu'ils ont signé un partenariat avec une société qui est basée à Dijon, qui fabrique des fauteuils électriques, et donc ils proposent un système en location pour visiter la ville. C'est un nouveau service, mais bien sûr, l'accessibilité, une thématique à bien prendre en compte.
Et puis, je voulais juste évoquer quelques voilà, des initiatives pour impliquer les visiteurs, faciliter les éco-gestes, hein. Donc, il y a des petites actions, il y a des actions plus importantes, mais il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui émergent. Alors, quelques exemples, bah, dans la région, vous avez Troc Tadok, hein, c'est l'Office de tourisme de la Baule qui avait lancé ça pour recycler finalement la documentation touristique, hein. Les touristes peuvent revenir à l'office et redéposer leur brochure. Cette année, il y a eu le kit éco-geste de la FHPA. Peut-être qu'il avait eu lieu l'année dernière aussi, je ne sais pas, mais je l'ai repéré cette année, qui est lié avec toute l'action entreprise en Vendée pour réduire la consommation d'eau dans les campings. Donc, voilà des éco-gestes très, très pratico-pratiques diffusés dans tous les campings de Vendée. Des opérations avec des gourdes pour pouvoir remplir sa gourde auprès de tout un ensemble de prestataires locaux. Et donc, il y a eu l'action lancée par la Mayenne, hein, MyGourde ou GourdFriendly en Loire-Atlantique, hein, qui permettent voilà, de pouvoir mettre en avant la possibilité de remplir sa gourde pendant ce séjour. Vous avez la démarche Gers responsable qui a démarré tout juste, donc on ne sait pas encore ce que ça va donner, qui est sur le principe de compensation carbone, c'est-à-dire que la personne peut compenser son trajet, donc elle va calculer le bilan carbone de son trajet et va pouvoir verser de l'argent pour planter des arbres, et ça passe par une association, bien sûr, locale gersoise, qui plante des arbres dans le Gers et plante des haies également, etc. Et puis quelques autres petits exemples de cette année aussi. La Normandie qui a lancé un tarif bas carbone, c'est-à-dire que les personnes qui visitaient des lieux de visite ou de loisirs, mais en prenant un voyage en train, en car, en vélo, etc., avaient une réduction de 10% minimum dans donc tout un ensemble de lieux de visite et de loisirs. Donc ça, c'est ce tarif qui a été lancé. Vous avez un programme un peu spécifique, Revolt dans le Béarn, qui permet de faire des économies d'énergie qui sont observées par le compteur Linky et qui permettent de transformer cela en réduction pour la consommation. Donc, tout simplement bah, bénéficier finalement de petites récompenses. Donc, on récompense les éco-gestes des visiteurs. Et un test a été fait cet été aussi par Copenhague, qui a lancé un programme qu'ils ont appelé Copenpay pour récompenser aussi des éco-gestes de touristes via bah, un certain nombre de petites choses qui peuvent être des billets gratuits, un petit apéritif, un cocktail ou une offre locale, pouvoir louer louer un kayak, enfin voilà. Donc, c'était en test, donc on ne sait pas encore si ça sera diffusé. Et puis un peu sur le même principe de dire on essaye de récompenser les personnes, les visiteurs pour leurs gestes, leurs éco-gestes. L'Uniwave a prévu de mettre en place un système de Green Miles aussi dans les hébergements. Alors, l'Uniwave, c'est ceux qui ont mis en place des systèmes de douche qui permettent de réduire la consommation d'eau au niveau des clientèles. Donc, ils équipent déjà pas mal d'hôtels ou d'autres structures, hein, dans les hébergements. Et l'idée maintenant, c'est de coupler ça, de coupler en effet le fait qu'ils vont réduire leur consommation d'eau avec des petites récompenses. Alors, ça peut être aussi de ne pas renouveler ses serviettes de bain, etc. Et donc, ça peut être un cocktail, une réduction pour un prochain séjour. Voilà. Donc, essayer de récompenser en fait les éco-gestes des visiteurs. Dernière chose que je voulais évoquer sur le tourisme durable, c'est la gestion des flux. Il y a un guide bonne pratique qui a été lancé par le réseau des grands sites de France. Donc, ce sont des bonnes pratiques de ces grands sites de France. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour travailler sur la gestion des flux à l'échelle des territoires. Et puis, une nouvelle plateforme nationale, et ça, on aura l'occasion de revenir avec Caroline Mignon là-dessus, puisqu'en juin 2024, Atout France a lancé France Tourisme Durable. Et bien sûr, ça a été conçu avec de nombreux acteurs, dont ATD, et qui présente une carte interactive des enjeux de tourisme durable, un autodiagnostic, un centre de ressources. Donc, vraiment, je vous invite à aller sur cette nouvelle plateforme nationale parce qu'on y trouve beaucoup de ressources et beaucoup d'informations. Et puis, un petit autodiagnostic. Donc, je voulais juste faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire évoquer si vous avez des nouvelles actions éco-responsables et durables que vous avez réalisées, que vous souhaitez partager
n'hésitez pas à les partager via la messagerie. Ou si vous avez des projets en 2025 aussi, n'hésitez pas à les partager. Hein. Donc, on aura l'occasion de repartager toutes ces informations par la suite. Et puis, donc, plein de nouvelles formations sur le tourisme durable. Vous les avez ici, vous pourrez les retrouver donc dans le support. Et en commencer par un webinaire qui aura lieu en décembre, qui est comment agir concrètement pour un tourisme responsable, passer de l'idée à l'action, avec des idées vraiment concrètes et des témoignages de personnes qui les ont mis en place. Voilà. Donc, je vois qu'il y a pas mal oui, oui, pas mal d'expériences que vous évoquez. Super. Et donc, tout ça, on va le compiler et le remettre de remettre en lien avec le support. Donc, dernier aspect avant d'entreprendre l'échange avec Caroline Mignon, dernière tendance marketing, commercialisation et réseaux sociaux. Euh, alors, tendance marketing, quelques points clés que je voulais évoquer. Comportement des clientèles françaises. Vous avez ici quelques informations nouvelles qui sont venues de nouvelles études sur le fait que les sites d'avis, les sites des offices de tourisme sont de plus en plus utilisés et recherchés dans l'inspiration et la préparation des séjours, et que les réseaux sociaux aussi ont fortement progressé. Voilà, Instagram, YouTube, Facebook. Voilà, donc vraiment les deux points clés à relever par rapport à votre communication touristique. Sur l'inspiration aussi, un maître mot aujourd'hui, le ressourcement. On a vu ressourcement, déconnexion, etc. On retrouve vraiment ce mot de façon très très forte. Et puis passer des moments entre amis et famille. Hein, ça a été réévoqué aussi tout à l'heure par quelqu'un qui partageait ce point-là aussi. Tout ce qui est festival, événements culturels en hausse aussi pour les déplacements. Après, pour les hébergements, ça bouge peu. Comparaison prix-avis client, toujours meilleur rapport qualité-prix avec la notion d'avis client très fortement impliquée. Donc, je passe rapidement sur ce point. Toujours l'importance de renforcer sa commercialisation en direct. Hein. On l'a évoqué tout à l'heure avec Jérôme. La part du CA en vente directe dans les hôtels est encore de 29% dans une étude récente de The Edge et elle est le plus bas pour les hôtels 2 étoiles. Donc, il y a vraiment des enjeux sur ces problématiques de réservation directe, avec par contre pour les clientèles nationales un taux un peu plus élevé quand même. On est à près de 40% dans l'hôtellerie. Hein. Toujours l'importance du site web pour la vente directe. Et donc, voilà, mobile first, facile d'utilisation, présence d'offres attractives, et puis toute la collecte des données clients et les actions de relation client, essentielles aussi pour développer les commercialisations directes. Le troisième aspect que je voulais évoquer sur les aspects marketing, c'était faire de ces offres des expériences. Vous avez ici voilà, la pyramide, en quelque sorte, de l'expérience qui est de partir, voilà, de répondre aux besoins de base, ensuite de satisfaire le client par de la qualité, mais ensuite d'y mettre, en effet, ce qui va être de l'émotion, du plaisir, des liens, de l'émotion, du relationnel, qui va permettre de vivre une véritable expérience. Et donc, cette année, il y aura une formation un peu spécifique à ce sujet en Mayenne avec Slowly Days, avec les offres Slowly Days. Et puis, une réflexion que je voulais partager aussi avec vous, c'est cette idée de dire, voilà, évoluons pour passer des systèmes normatifs qui valorisent le confort et induisent toujours plus d'équipements et parfois plus de ressources consommées vers la valorisation de ce qui est le réconfort. Et on rejoint la notion d'expérience, et c'est pour ça que je le liais à ceci. Donc, le relationnel, le côté intégré et local, on va dire, le côté commun aussi, espace partagé, le côté solidaire. Voilà. Donc, je vous ai mis aussi l'article référence dont est issue cette grille qui me paraît une réflexion à partager avec vous. Sur les réseaux sociaux, quelques derniers aspects. Le classement des réseaux sociaux se stabilise. Donc, voilà. Les 10 premiers réseaux sociaux restent identiques à ceux utilisés l'année précédente. On a voilà, Facebook qui baisse légèrement, WhatsApp, Instagram et TikTok qui progressent également légèrement. Mais 2 voyageurs sur 3, alors 2 voyageurs sur 3 de moins de 55 ans déclarent avoir acheté ou pris la décision d'acheter après avoir consulté du contenu issu des réseaux sociaux, d'où
toujours cette importance. Il y aura donc un webinaire aussi là-dessus sur ce sujet et également des ventes pour voir, formation, pardon, pour voir comment développer ses ventes. Vous savez qu'il y a eu Threads qui a été lancé en France par Meta en décembre 2023. Pour concurrencer, venir un peu sur le terrain de X, ex-Twitter. Donc, c'est vraiment le système équivalent à Twitter, microblogging. Vous avez la possibilité de créer votre compte via le profil Instagram, hein, tout simplement. C'est trop tôt encore, voilà, pour avoir des exemples de bonnes pratiques, un profil de audience. On sait que ça a été chargé, voilà, 440 000 fois en France dès la sortie, donc dans les premiers jours de la sortie, mais pas encore de bilan ou d'informations trop complémentaires. Donc, je laisse ça au prochain webinaire. Sur les social médias, donc je vous ai remis aussi pareil les grandes informations, vous pourrez les avoir dans le support. Les communautés sont toujours à engager sur Facebook et Instagram. Voilà, c'est toujours un travail à faire autour de l'engagement des communautés. Et donc, il y aura justement, entre autres, une formation en distanciel sur créer les stories et des réels percutants pour Instagram. Bon, il y a pas mal d'ateliers qui sont prévus aussi avec des offices de tourisme pour essayer de continuer à développer ces communautés. Et un exemple d'une stratégie social média intéressante, c'est dans les Landes, où on a eu, ils ont obtenu une sorte de trophée, hein, concernant leur stratégie social média. Et vous avez ici quelques points clés qui me semblent très intéressants. C'est ils ont questionné leur communauté afin de connaître leurs besoins et leurs attentes. Ils ont repéré des thématiques qui étaient les thématiques préférées. Ils ont désaisonnalisé des prises de parole, voilà, pour faire découvrir des lieux moins fréquentés, printemps, automne, prévention en été, etc. Ils ont développé les formats réels, en effet, car voilà, ça donne beaucoup de visibilité. Ils ont utilisé pas mal les formats aussi multiphotos, voilà, car les posts sont poussés plusieurs fois aussi, donc pour des reportages sur le terrain ou faire découvrir un lieu avec des devinettes. Et utiliser l'IA avec Canva. Vous savez qu'on a fait des formations sur Canva. Il y en aura encore une petite cette année en Mayenne pour débuter sur Canva. Euh, Canva a une IA et on peut utiliser cette IA pour créer des choses tout à fait originales. Et là, entre autres, ils avaient créé des monstres pour Halloween. Voilà. Donc, petite expérience intéressante. Après, TikTok, toujours source d'inspiration. On a des belles communautés qui fonctionnent sur les attractions, les sites de visite, les campings et même certaines chambres d'hôtes. Les utilisations, c'est quand même plutôt de l'inspiration, trouver sa prochaine destination, repérer des restaurants. Le taux d'engagement est un des plus élevés pour les réseaux sociaux. Et pour les jeunes, ça devient un moteur de recherche. Et ça, c'est vraiment une bascule. Les jeunes, au lieu d'aller chercher sur Google, recherchent directement sur TikTok. Donc, on a là quand même cette évolution en cours qui est importante à signaler. Pinterest, je passe rapidement. J'avais rappelé l'année dernière que c'était des visuels qui duraient pour l'inspiration. Voilà, il y a quand même plus d'un milliard de recherches sur le thème du voyage, hein, en 2023, et des tendances qui sont le bien-être, le voyage d'aventure, le voyage nature, des tendances aussi au slow, à l'éco-responsabilité. Donc ça, c'est vraiment le réseau social sur lequel on peut tranquillement, sans se presser, petit à petit, construire des choses. Et puis LinkedIn continue sa progression. C'est la 8e application sur laquelle les Français ont passé le plus de temps en 2023. Donc ça reste un réseau important pour les contacts professionnels, le tourisme d'affaires, pour tous ceux qui veulent travailler le séminaire, trouver des partenaires, développer ses relations médias. On est dans le réseau social de prédilection à ce niveau-là. Dernière petite chose sur les réseaux, c'est des visuels décontractés pour des voyages décontractés. On voit que aujourd'hui, on préfère des images de destination réalistes qui ressemblent à des photos telles qu'on pourrait les prendre. Voilà. Et donc, on a des exemples de plein air hors saison, des selfies informels ou conviviaux, des moments de détente. Donc, aller vers ce genre de visuels qui sont des visuels, mais bien sûr, plus on est plus sur les visuels en lien avec les réseaux sociaux. Donc, pour juste conclure en 2 points, en un point même, les 3 facteurs clés de réussite pour 2025: agir pour un tourisme responsable et durable,
Donc, RSO, éco-gestes, mobilité, circuit court, réduction des consommations d'eau et d'énergie, réduction des déchets. Et comme le dit, on l'évoquera dans le webinaire, il faut passer de l'idée à l'action maintenant. Deuxième point, renforcer, optimiser les actions marketing et de communication. Donc, toujours avec les points clés qu'on a évoqués ensemble. Et puis, troisième point, coopérer. Coopérer toujours plus, innover, travailler en réseau, s'impliquer sur le territoire, expérimenter, tester. C'est vraiment toujours nos trois fondamentaux aujourd'hui, plus que jamais pour 2025. Donc, je vais vous proposer d'échanger avec Caroline Mignon. Je vais déjà lui dire bonjour. Alors, je vais enlever peut-être le partage. Bonjour. Bonjour Caroline Mignon. Donc, je ne sais pas si j'ai vos slides, donc je peux les remettre, hein, je peux les Oui, continuer oui, le tout à fait. partage, Oui, voilà. oui. Et puis, on va en profiter donc pour échanger avec vous. Donc, pour vous présenter rapidement, c'est indiqué ici, vous êtes la présidente d'ATD, acteur du tourisme durable, Oui. également fondatrice d'un écolieu touristique en Anjou. Et puis intervenante à l'Histoire à Angers, voilà. Mm, Et puis animatrice d'un certain nombre de fresques, oui. fresques du climat, fresques de la biodiversité, et puis co-créatrice également de la fresque du tourisme. Et en fait, c'était la première question que je voulais vous poser dans le cadre de nos échanges, c'est cette fresque du tourisme. euh, Finalement, elle a été faite donc pour sensibiliser hein, à tous les enjeux. Mais voilà, quels sont les objectifs que vous avez poursuivis en co-construisant cette fresque du tourisme? Et est-ce que vous avez déjà, en quoi est-ce qu'elle consiste? Voilà, Oui. premier élément. Alors, bon, on peut mettre la slide du coup. Oui. Merci, bonjour à tous et toutes. Et merci pour. J'ai appris plein de choses sur le peu que j'ai entendu du webinaire sur les nouveautés, les innovations. Il y en a beaucoup, on en voit passer beaucoup et parfois on en loupe. Donc, je suis ravie d'avoir entendu tout ça. La fresque du tourisme, c'est un projet qui a 3 ans, qu'on a lancé en mars cette année 2024. On est une équipe de 7 personnes à l'origine de ce projet-là. Donc, on faisait ça en plus du reste de nos métiers respectifs. C'est pas donc c'est à titre personnel que les uns et les autres ont participé à ce projet et donc on l'a lancé en mars 2024 avec l'objectif de permettre aux professionnels et aux étudiants. C'est une fresque qui s'adresse que aux professionnels et aux étudiants, pas au grand public, de comprendre la systémie du tourisme. En fait, l'idée, c'est de comprendre que quand on est un professionnel du tourisme, qu'on intervient dans un hôtel ou dans son hôtel ou dans son agence de voyage, on fait partie d'un système très complexe et avec beaucoup d'interactions avec d'autres secteurs d'activité. Et l'idée, c'est de comprendre un petit peu cette systémie du tourisme, d'en appréhender les enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux et économiques, et puis de permettre, après la partie vraiment ludique et de jeu de cartes, d'initier une réflexion autour. Alors, soit on est dans une entreprise qui est la même entreprise, donc autour des métiers de l'entreprise, soit si on est en multi-entreprise, autour des métiers des personnes qui sont autour de la table, et de pouvoir les faire reconstruire un tourisme désirable et un tourisme soutenable pour les années à venir. Donc, c'est un atelier comme beaucoup d'autres fresques, à peu près d'une durée de 3 heures. Donc, un animateur peut animer 2 tables, donc de 6 à 14 participants. Et avec Solution Éco, donc moi, je suis la référente sur le Pays de la Loire, puisque je suis basée à Angers. Et on a convenu d'un tarif qui pourrait être proposé aux acteurs des Pays de la Loire qui souhaiteraient le mettre en place en interne, que je vous ai indiqué là sur l'écran. Voilà, donc la fresque du tourisme, c'est vraiment pour comprendre le système dans lequel on évolue et en comprendre ses limites également. Et est-ce que vous avez déjà animé des fresques? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Alors, alors, on a conçu le jeu, ça nous a pris 2 ans. On a fait à peu près 6-8 mois de bêta-test, de tests, etc., avec des acteurs du Mhm. tourisme. On a revu les choses. Et là, depuis mars-avril, on démarre les animations en format normal. Et là, par exemple, j'en ai animé la semaine dernière sur Topresa.
Ah oui. puisqu'on était présent à Topresa. On a animé 2 matinées donc de fresques du tourisme, donc avec des gens assez divers autour de la table. On avait des consultants, agents de voyage, agences réceptives, hôteliers, voilà, donc des gens très variés, des métiers très variés autour de la table. C'était vraiment intéressant. Et je vais l'animer la semaine prochaine ou dans 15 jours à la direction d'Atout France. Mm. Et je l'animerai à Solutions Éco dans les locaux en novembre, je crois. Très, Voilà. très Et on bien. commence du coup à avoir des demandes entrantes. Alors, il y a un site, je ne l'ai pas mis sur la diapo, Mm. si vous êtes intéressé. Alors, le mieux, c'est de me contacter moi, parce que c'est plus simple, je pourrais vous aider. Et sinon, il y a un site, si vous voulez en savoir plus, qui est fresque du tourisme, lafresquedutourisme.org. Très bien. Ben, on va le remettre peut-être dans la messagerie. Je vais le remettre. Donc, c'était le premier aspect, la fresque du tourisme. Le deuxième aspect, c'est, qu'on voulait évoquer avec vous, c'est les universités d'été du tourisme. Les universités d'été, ah, vous voyez, à chaque fois, hein. Les universités Oui, du c'est pas grave. tourisme durable. Les universités du tourisme durable. Oui. Et comme je vous l'ai dit quand on a préparé ça, effectivement, au départ, c'était un peu les universités d'été, puis petit à petit, on s'est décalé plutôt à l'automne. On va appeler ça les universités d'automne, si vous préférez. Alors, oui, donc là, je prends ma casquette de présidente d'acteurs du tourisme durable, dont je parlerai après. Les universités du tourisme durable, donc c'est un incontournable, c'est devenu un incontournable. Maintenant, je crois qu'on est à la 11e édition, il me semble, du tourisme durable. Donc, c'est à peu près maintenant 500 participants sur 2 jours. Le premier jour, c'est une journée qui est dédiée à de la mise en condition un petit peu. Donc, on a une plénière un peu d'inspiration. Ensuite, on a des tables rondes sur un thème. Il y a un fil conducteur chaque année qui est choisi. Et l'après-midi, on a un certain nombre d'ateliers dont on essaye de faire en sorte qu'ils correspondent à tous les métiers du tourisme, que chacun puisse y trouver son compte et sur des sujets assez divers, hein. Ça peut être sur l'accessibilité du tourisme, le tourisme social, la gestion de l'eau, comment on anime sur son territoire les sociopros. Enfin, ça peut être des ateliers très, très divers, mais toujours évidemment en lien avec un sujet du tourisme durable. Et l'originalité de cet événement, c'est que le lendemain, le deuxième jour, c'est une journée d'éductour qui n'est dédiée qu'à ça. Donc, la puissance invitante, le territoire invitant propose 5-6 éductours sur le territoire à la rencontre des initiatives en matière voilà, des initiatives performantes en termes d'innovation et de transition du tourisme. Donc, on a à peu près 50 personnes par groupe sur toute la journée. Donc, on va aller voir des hébergements dans un restaurant qui est aussi engagé, voir des sites engagés, rencontrer peut-être des associations. L'année dernière, j'étais sur un éductour qui a rencontré une association qui travaillait sur la sensibilisation du public dans la forêt, donc notamment public scolaire, mais aussi des publics touristiques. Voilà, donc c'est ça les universités du tourisme durable. Cette année, elles ont lieu, je vous ai mis le site. Il y a un site aussi là-dessus, je suis nulle, je n'ai pas mis les sites. Mais vous mettez Université du tourisme durable sur Google, vous le trouvez. Oui. À Bordeaux, donc la 10e édition à Bordeaux, les 5 et 6 novembre 2024. Et là, la thématique, elle est sur les nouveaux récits, pour qui et pourquoi, avec, on est très fiers, en guest, donc en animateur de la plénière du matin, je ne sais pas si vous le connaissez, mais qui est une des figures majeures sur les nouveaux récits en France et qui a beaucoup contribué à la prise de conscience sur le climat, c'est Cyril Dion, Ah oui. qui sera là, qui est le réalisateur du film Demain, Mm. qui a éveillé beaucoup de conscience en son temps, il y a 8 ans, qui aujourd'hui anime une chronique, notamment sur France Inter, sur ces questions de transition et qui a produit beaucoup d'écrits et qui a été un des organisateurs de la Convention citoyenne pour le climat. Mm. Voilà, donc on est fiers, ravis qu'il ait accepté de venir faire la plénière d'ouverture de nos universités cette année. Et l'année prochaine, on se rapproche, puisque c'est Angers qui a remporté l'organisation des universités du tourisme durable en 2025. Donc, elles seront co-organisées par Anjou Tourisme, Destination Angers et l'Estua, en partenariat avec Solutions Éco et l'ADEME. Donc, les dates, je vous les ai indiquées. Elles sont pas encore, enfin, elles sont
elles sont sûres, on ne les a pas encore communiquées, mais comme je parle à des professionnels du territoire, donc ce sera les 9 et 10 octobre 2025. Et donc, le comité de pilotage va commencer à se mettre en ordre de marche pour organiser ça. La thématique qui est pressentie, qui peut encore évoluer, hein, mais qui était pressentie dans le dossier de candidature, c'était tourisme et biodiversité, stop ou encore. Oui. Donc, on sera plutôt sur les Mm. aspects liés aussi à Angers, qui est très orienté sur le végétal et qui tombe très bien puisque, je le dirai après quand je parlerai d'ATD, mais la biodiversité est un des sujets majeurs de l'année qui nous occupe en ce moment beaucoup. Voilà pour les universités du tourisme durable. Et donc, J'espère que je avec, tiens le en timing. effet, le fait qu'elles auront lieu à Angers, octobre 2025. Voilà, Donc, ce date à sera noter. Puis j'ai date à oublié de dire qu'il y a noter. des tarifs, il y a des tarifs privilégiés pour les participants de la région. Pour les En participants de la général, région. après, Oui. voilà, ce sera à confirmer, mais normalement, tous les ans, Mm. les organisations invitantes proposent des tarifs privilégiés pour les acteurs de la région. Voilà, donc chose importante et intéressante aussi. Et puis, Voilà. dernier aspect, c'était d'avoir. Ah oui, je crois que j'avais mis une photo d'ailleurs de l'édition 2023, si on peut mettre la diapo Ah d'après. oui, Ah ouais. pardon, je n'avais pas vu. Oui, Oui, il je y avait pense. une petite diapo. Voilà, l'année dernière, on avait Heidi Sevestre, alors que certains peuvent connaître aussi parce qu'on la voit beaucoup dans les médias également, qui est une femme extraordinaire, là vous voyez à Ouais. droite. Vous Euh, étiez à Annecy, je crois, c'est ça? on était à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, j'ai Donc mélangé. elle, c'était Mm. un retour, Ouais. un retour au Mm. Berkeley, parce que je crois qu'elle est d'Annecy, donc elle est du coin. Et en Mm. fait, c'est une des glaciologues réputées dans le monde qui vit la moitié de l'année en Arctique, et donc qui est le témoin vivant, aussi un des témoins Mm. vivants du réchauffement climatique, et qui est venu nous parler de ça et du réchauffement climatique et des effets, notamment entre autres sur la biodiversité. Et donc voilà, vous voyez, on a eu François Gémen, vous voyez en bas à gauche, Oui. François Gémen, qu'on voit beaucoup aussi aujourd'hui, qui est venu en 2020, qui était notre intervenant en 2020 à Troyes. Enfin, voilà, donc c'est des moments vraiment à la fois de convivialité, mais aussi d'inspiration, de synergie. C'est aussi un endroit où on rencontre du monde et on peut créer des partenariats. Mm. Et puis, voilà, des bons moments. Vous voyez la photo du milieu, là, ça devait être, alors ça devait être au Havre, je pense, il y a Mm. 2 ans, un éductour au Havre, me semble-t-il. Mais elle est petite, la photo, alors je ne voudrais pas dire de Oui, bêtises. oui, oui. On voit en tout cas le Étretat derrière. Oui, donc ça devait être au Havre, je me dis, ça ne doit pas être à Montpellier, parce qu'il n'y a pas de Voilà. falaises par là. Voilà, ni La Rochelle, ça ne ressemble pas vraiment. Donc, voilà, mais vous êtes, évidemment, si ça vous intéresse, c'est ouvert à tous les acteurs du tourisme et pas uniquement aux membres d'ATD. Voilà. Oui, oui, ces universités sont Oui, ouvertes à tous les acteurs. oui. Et alors, Euh, oui, vous m'avez donc, demandé. le dernier aspect, c'était oui, voilà, de Oui, dire voilà les dernières productions ou actualités d'ATD, oui, d'acteurs du tourisme durable. oui. Alors là, on passera un peu vite les Oui, diapos. Il y en a pas mal, mais ça permet de soutenir un peu le discours. J'ai choisi de vous mettre en première diapo ce qui me semblait le plus important, c'est-à-dire la vision qu'Acteurs du tourisme durable a revoté en 2023. Donc, on a retravaillé avec le conseil d'administration et ça a été voté par l'Assemblée générale, qui définit un peu ce pourquoi on existe et ce qui nous anime, en fait. Euh, donc, je vous laisse, voilà, cette vision. C'est un tourisme qui préserve les ressources naturelles et limite son empreinte carbone. Le voyage lointain en mobilité carbonée est exceptionnel. C'est un tourisme qui est utile, accessible au plus grand nombre et qui favorise le bien-être, le partage, la mixité sociale, la découverte et l'ouverture culturelle. C'est un tourisme qui a un impact positif sur l'économie locale des territoires et sur leurs habitants et dont les revenus sont répartis équitablement. Ça me semblait important de vous mettre cette diapo-là parce que souvent le tourisme durable, on le résume à quelque chose de très environnemental. Or, ce n'est pas le cas. Et si on s'en tient juste à l'aspect environnemental du développement durable, voilà, on aura deux jambes en moins. Et c'est important pour nous de prendre en compte la globalité parce qu'on estime que ce tourisme durable, en fait, j'aime mieux parler de développement durable du tourisme, il doit toucher tous les métiers et il touche tous les piliers du développement durable. tout à fait. Oui. Et donc, la raison d'être d'acteurs du tourisme durable, c'est bien de guider toutes les parties prenantes du secteur,
donc c'est pas que les acteurs, Mm. c'est pas une niche, le tourisme durable, du secteur touristique vers notre vision du tourisme et de la rendre désirable par tous. Je vous laisse Mm. lire la diapo là, que vous avez Mm. en bas. Et c'est de travailler tous ensemble à la transformation de ces modèles touristiques. Donc, acteurs du tourisme, si on passe à la diapo d'après, acteurs du tourisme durable aujourd'hui, c'est 300 membres, tous engagés à leur manière, dans leur métier, Mm. pour un tourisme plus responsable. C'est une association qui a été créée en 2011. Pour la petite histoire, en fait, elle a été créée par des journalistes spécialisés de tourisme qui souhaitaient, grâce à cet outil-là, peser et mettre le tourisme durable en avant dans les débats de la présidentielle de 2012, dans la campagne de 2012. Donc, en fait, après les élections, une fois les élections passées, cette association, elle a un petit peu elle s'est mise en sommeil, en fait, puisqu'elle n'avait plus vraiment d'objet. Et du coup, nous, avec Julien Buot et Guillaume Cromer, en 2014, on a souhaité créer une structure où on puisse un peu se compter, parce qu'on n'était pas très nombreux à se réclamer du tourisme durable à l'époque, et de créer et puis de pouvoir échanger des bonnes pratiques. Donc, on a repris cette association avec l'accord des dirigeants qui nous ont passé la gouvernance. Et aujourd'hui, donc, on en a fait ce que vous en connaissez, qui est le premier réseau national de professionnels engagés sur un tourisme plus responsable. Si on peut avancer, les missions, donc mener une réflexion continue sur nos grands enjeux, aiguiller et influencer les décideurs, pas toujours facile, publics et privés, et d'essayer de les faire intégrer les questions de tourisme durable dans les stratégies, etc. Bon, après, une de nos victoires, on va dire, ça a été, j'espère qu'on y est un petit peu pour quelque chose, ça a été que le plan Destination France intègre le tourisme durable comme la première ambition française pour les années à venir. Notre gros travail, et le travail dont je vous parlais donc à notre origine, c'était de sensibiliser, d'informer, de faire travailler, faire se rencontrer les acteurs du tourisme qui avaient envie d'échanger des bonnes pratiques entre eux. Et puis, notre autre mission, c'est de pouvoir fournir des solutions concrètes à travers les bonnes pratiques qu'on met en avant. En avant. On peut avancer. Là, je vous ai mis le manifeste. Je vous invite, si ça vous intéresse, à creuser un peu le manifeste qu'on a écrit en 2020, donc qui pose aussi Mm. notre action et les valeurs qu'on défend. Donc ça, on peut le passer, c'est illisible. Aujourd'hui, donc l'adhésion, elle est répartie en 4 grandes familles. Alors, de mémoire maintenant, même il y en a 5, on aurait pu remettre à jour. Là, on a changé les statuts cette année. Territoire et destination qui représente la plus grande de nos familles aujourd'hui, alors qu'il y a 3-4 ans, on n'en avait pas. Les réceptifs, alors dans les réceptifs, c'est tous les acteurs. Aujourd'hui, ça doit s'appeler hébergement, restauration et sites Oui. de visite. Ça, c'est les réceptifs. Tous les métiers du tour operating et du voyage. Et puis, on a scindé la grande partie Orange en deux. Il y a un collège sur les cabinets de conseil et services aux entreprises et une autre partie sur les médias et les formations en tourisme. Oui, oui, oui. Voilà. Donc aujourd'hui, on a 5 collèges de métiers. D'ailleurs, certains intervenants à l'académie je sais, sont adhérents à TD. Oui, j'imagine, parce que j'ai vu les thématiques des formations, je me suis dit qu'il y avait forcément qui étaient parmi nous. Voilà, exactement. Donc voilà pour la configuration des adhésions. Depuis ces dernières années, moi j'ai souhaité, depuis que j'ai pris la présidence il y a 3 ans, j'ai succédé à Guillaume Cromer. En fait, on a échangé nos postes puisqu'il est trésorier maintenant. Moi, j'étais trésorière pendant 7 ans avant. J'ai souhaité mettre en place des partenariats un peu structurants pour qu'on puisse à la fois avoir plus de visibilité, bénéficier de plus de moyens pour agir. Donc, on a mis en place des partenariats avec Atout France, ADN Tourisme et avec l'ADEME, ça qui était plus ancien, c'est un partenariat plus ancien historique. Dans ce qu'on fait comme action, donc je voulais vous parler des trophées Horizon parce que tous, vous pouvez être candidat au trophée Horizon. Donc, l'idée est de valoriser des bonnes pratiques, de pouvoir inspirer d'autres acteurs. Je crois que j'ai dû vous mettre les catégories juste après les diapos. Je dois la voir. Voilà. Donc, vous avez les catégories dans lesquelles on remet des trophées. Voilà, c'est une nouvelle mouture de nos trophées. On avait fait les palmes du tourisme durable avant. Et là, on a souhaité faire des
trophée un peu plus technique, mais plus engageant aussi, plus exigeant, et vraiment sur les thématiques du tourisme durable et plus uniquement par métier. Donc, qu'on soit un hôtel, un territoire, un site de visite, on peut prétendre au trophée alimentation durable, au trophée ancrage local, etc., par une Oui, bonne oui, pratique oui. à mettre en Ça, avant. ça rejoint le propos que je disais tout à l'heure sur le fait de dire on passe des idées à l'action et là on est plus en effet sur des choses très concrètes. Voilà. Oui, nous, on a toujours été ATD, c'est vraiment construit sur l'échange de bonnes pratiques. Donc, les trophées, c'est vraiment l'image, enfin, c'est vraiment la quintessence d'ATD, c'est de permettre à tout le monde de connaître les autres bonnes pratiques pour s'en inspirer, pouvoir agir. Oui. Donc, on peut avancer. Je vous ai mis quelques photos là, des trophées des Quelques dernières années. lauréats. Voilà, on organise aussi, alors ça c'est intéressant, dans les régions, et d'ailleurs, ah oui, je vais vous donner une autre date, Oui. on organise des meet-up, alors c'est surtout des membres locaux qui les organisent, et puis ATD leur donne quelques moyens pour pouvoir mettre en place cet événement. Les meet-up, c'est des rencontres des acteurs qui souhaitent se rencontrer et puis en savoir plus sur le tourisme durable dans leur région. Donc, on essaie d'être au plus proche maintenant, de décentraliser un peu notre action grâce au soutien de nos membres. Et il y a un meet-up à Nantes le 9 décembre. Donc, je vous invite à noter la date. J'imagine que vous la verrez passer, qu'elle sera communiquée par Solution Éco. Oui. Mais voilà, il y a un meet-up à Nantes le 9 décembre et je me suis laissé dire que ce serait au lieu-dit. Exactement, ouais, tout à fait. À confirmer si c'est bien ça. Ouais. Mais voilà, donc ça, c'est un meet-up qui est co-organisé avec ATD. ATD, elle publie aussi des expertises depuis 2020. En 2020, on a eu du temps avec le Covid, donc on a créé plein de choses. Donc, on crée maintenant des supports d'expertise, et notamment celui que vous devez connaître, le guide des démarches de labellisation pour un tourisme durable, qui décortique 50 démarches de label et qui est, je pense, pour vous, professionnels et surtout aussi pour les institutionnels, un outil extrêmement important pour aiguiller en fait vers l'un ou l'autre des labels en fonction de ce que le professionnel ou la destination a envie de faire. Donc, par métier, par exigence, etc. Donc, vous verrez, c'est un guide, je crois que j'ai mis une autre diapo derrière, extrêmement fouillé, qu'on a fait en partenariat avec ADN et sur lequel vous avez une fiche, là, celle à droite, une fiche relative au label. Et je vous ai coupé la diapo d'après parce que j'en avais trop. Mais ah ben non, elle est là, voilà. Ah ben, très bien. L'analyse objectif de développement durable par objectif de développement durable de la contribution de ce label à chacun des objectifs. Et ça donne la roue que vous avez à droite en termes d'exigence. D'accord, ouais, c'est tout Il à est fait. en cours de mise à jour, ce guide-là, et on va faire en sorte qu'il soit numérisé pour que vous puissiez en extraire que la fiche du label qui vous intéresse. Donc, de faire quelque chose d'encore plus opérationnel. On a aussi édité, maintenant ça fait référence, c'est en 2020, donc Tourisme et changement climatique. Donc, il y a un livre blanc, en fait, tourisme. Et on envisage d'en refaire une mise à jour là prochainement, je ne sais pas exactement quand. Mais voilà, on a fait cette publication aussi qui peut vous intéresser, et je l'ai mise parce que ça me permet de rebondir sur un sujet qu'on a aujourd'hui, qui s'appelle Mesurer autrement sa performance touristique. Donc là, qui s'intéresse aussi à comment est-ce qu'on mesure quels indicateurs on utilise pour mesurer le tourisme durable. Ça, c'est une question un petit peu, c'est le serpent de mer. Sauf que maintenant, ça me permet de parler de ce qu'on fait en ce moment. On est en train de travailler dans le cadre de notre partenariat avec Atout France sur cette question des indicateurs, puisque Atout France met en place un observatoire du tourisme durable, enfin. Alors, on voudrait que ce soit un observatoire du tourisme qui intègre des indicateurs de tourisme durable dedans. Oui, ce serait. Qu'on n'observe pas le tourisme durable à part du reste. Mais du coup, on est sollicité en tant qu'expert technique pour travailler sur l'élaboration d'indicateurs. Comment on mesure le tourisme durable, et notamment en matière d'impact sur la biodiversité, d'accessibilité, etc. Et ça me permet de parler du partenariat Atout France, qui est assez riche, qu'on a conclu il y a 1 an et demi maintenant. Et donc, avec Atout France, vous en parliez tout à l'heure, on a travaillé à la création de cette grande plateforme qui s'appelle France Tourisme Durable, parce qu'on a fait le constat qu'il y avait énormément de ressources, notamment dans les régions, notamment dans les départements. Les ADT ont beaucoup de ressources, etc. Il y a des ressources partout, mais il n'y avait pas un endroit où on pouvait les compiler et on pouvait tout retrouver. Donc, à travers, on a fait 2 choses. Un diagnostic qui permet à chaque professionnel du tourisme de se
positionner sur les questions de durabilité, qui permet de faire son autodiagnostic et qui va l'amener à une sélection de ressources qui lui correspondent. C'est-à-dire des ressources qui correspondent à son métier, à sa région d'implantation et à ce qu'il a besoin de faire. Ça peut être des études, des lignes de financement, des documents, des formations, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment d'être une plateforme et un portail vers toutes les ressources du tourisme durable. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait avec Atout France, en ce moment. Et je m'en arrêterai là puisque j'ai déjà un petit peu débordé. Mais j'ai pris Non, la mais parole c'est plus tard que ce qui était prévu aussi. exactement. De toute façon, je savais que ça déborde toujours un petit peu. Mais par contre, n'hésitez pas les uns et les autres à poser des questions. Si vous avez des questions à poser, je crois que j'ai eu juste une question pour organiser une fresque en Vendée. Donc ça, je pense qu'il y aura des contacts de prix directement. C'est Vendée Expansion. Je pense qu'ils sont intéressés aussi pour organiser sans doute une fresque du tourisme. Mais Oui, je au-delà vois, de... oui, demande d'expansion, oui, mon contact. Je ne vous ai pas donné mon contact, d'ailleurs, Mais il Anne-Sophie faudrait l'a que je donné, vous le donne. voilà. Je vous le Ouais. mets dans le chat, je vous mets Mais mon adresse Anne-Sophie l'a mail. donné. Elle, Ah bah elle a très bien. mis, voilà, Ah, j'ai pas vu Anne-Sophie l'a le. mis pour tout le monde. Ouais, ouais. Anne-Sophie l'a mis pour tout le monde, donc c'est bon. Parfait. Très bien, je vois. Est-ce que vous avez d'autres questions à la fois sur tous les sujets qu'on a abordés, c'était très dense ce matin, donc à la fois les sujets de l'académie, les sujets que j'ai évoqués à travers toutes ces tendances et tout ce panorama des tendances de cette année 2024 et en prévision 2025. Et puis également de l'intervention de Caroline Mignon. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait alors les poser dans le chat ou éventuellement prendre rapidement la parole avant qu'on arrête. Je vous indique aussi quand même que tout le support vous est bien sûr après envoyé via un lien à télécharger donc assez rapidement. Et d'autre part, il y aura ensuite un replay aussi qui sera mis sur le site de l'Académie dans la rubrique des webinaires et avec tous les replays de webinaires qui sont présents. Voilà. Est-ce qu'Anne-Sophie, tu veux reprendre la parole aussi 2 secondes? Non, bah, simplement en fait pour te remercier Françoise pour toutes les infos effectivement que tu as partagées ce matin. Moi aussi j'ai appris des choses et j'espère que c'est le cas pour la plupart des personnes qui ont participé. Merci aussi à Caroline ouais, pour tes éclairages. Et puis bah, effectivement, bah, comme le disait Françoise,